le sujet d'une société nouvelle ou d'un gouvernement mondial, d'une monarchie, autrement dit gérée par une forme de monarchie. Ouais. OK, je suis en train déjà de me mêler. Daniel, cette société nouvelle-là, en quoi va-t-elle être nouvelle et comment va-t-elle se monarchiser, justement? Bon, disons, avant de parler de la monarchie, il faudrait qu'on parle de l'intelligence d'un monarque ou de l'absurdité d'un monarque, de l'intelligence d'une démocratie ou de l'absurdité d'une démocratie, et de ce que c'est qu'un gouvernement, de l'utilité d'un gouvernement, ces choses-là. Disons que souvent, on aborde le grand monarque d'une façon ésotérique. La semaine dernière, on a eu une conférence donnée par un astrologue qui a étudié les centuries de Nostradamus et dans lesquelles il a trouvé que le grand monarque devrait naître du Québec et non pas de France. Il a parlé de Reims, un endroit en France d'où le monarque est supposé venir. Reims, qui est un nom anglais, prononcé Reims par les Français. Et il a justement remarqué que le centre était placé sur la rue Reims. Écrimazie. Alors, des hasards comme ça, on en a plein. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à partir de ces hasards ou à partir de prophéties, de centuries comme celle de Nostradamus, on interprète le gouvernement mondial, ou à partir de religion, d'une façon très ésotérique, mais jamais d'une façon politique. Alors, ni d'une façon militaire. Alors, comment pouvons-nous instaurer un gouvernement mondial si ce n'est pas d'une façon politique ou d'une façon militaire? Certains vont dire c'est simplement d'une façon religieuse, c'est-à-dire que c'est le Nazaréen qui va revenir. Si le Nazaréen revient, qui va le reconnaître? Pas tout le monde. Donc, ça va devoir être instauré d'une façon guerrière, parce que les hommes vont lutter pour empêcher un monarque de venir s'installer. Tous les grands de tous les continents, de tous les pays vont s'arranger pour interdire à un autre de prendre les places. Alors, on parle de façon extrêmement ésotérique, de façon religieuse, de façon spirituelle, la venue d'un monarque, la venue d'un gouvernement mondial, la venue d'un gouvernement extraterrestre ou d'un gouvernement divin. Mais jamais on en parle d'une façon terre-à-terre. Et lorsqu'on en parle d'une façon terre-à-terre, tout le monde dit « ben oui, mais c'est impossible ». C'est ça que j'allais dire. Tu peux-tu asseoir, nous épurer toutes ces prophéties-là pour qu'il reste quelque chose de clair, là, tu sais, sur... De toute façon, j'en parlerai pas d'une façon... C'est ésotérique, disons, de la façon avec laquelle je vais aborder le sujet, mais de l'ésotérisme pratique. Ce qui fait dire à plusieurs personnes de temps en temps que ce n'est pas de l'ésotérisme. Parce que l'ésotérisme, c'est supposé être flyé dans les nuages, quelque chose d'imperceptible avec des noms, des croyances, de la foi et des choses comme ça. Si on parle de réincarnation, c'est de l'ésotérisme. Parce que la réincarnation, personne n'y touche. Si on parle de l'absurdité de parler de la réincarnation, parce que vu que personne n'y touche, ça fout rien chez l'homme, là on trouve que c'est de la psychologie ou que c'est du terre-à-terre, mais que c'est plus d'ésotérisme. Mais il se trouve justement que pour être ésotérisme, il faut parler de quelque chose qui sert l'homme. Pas quelque chose qui permet à l'homme d'espérer que plus tard, ça va se régler. Puis pendant ce temps-là, ben, il se fait avoir quotidiennement parce qu'il met ses énergies dans un avenir nuageux, indescriptible, intouchable. Le grand monarque, pourquoi de toute façon on parle continuellement de monarchie? Pourquoi ne parlons-nous pas de gouvernement diplomatique mondial? Ben, présentement, disons, de la façon dont la Terre est menée, elle est menée d'une façon démocratique, c'est-à-dire que, même si ce n'est pas par des boîtes de scrutin que l'on règle nos problèmes, c'est souvent par les armes, c'est de la diplomatie. Lorsqu'un pays veut quelque chose et que l'autre ne le veut pas, on passe à un vote qu'on appelle une guerre et selon le nombre d'électeurs qui votent pour telle chose, selon l'intelligence de la campagne électorale, on peut appeler ça l'intelligence de la campagne militaire, selon le nombre de combattants, les stratégies. Regardez bien qu'en politique, c'est les mêmes termes que lorsqu'on rentre en campagne militaire. Parce qu'on a des stratégies, on a une propagande, on a des forces, on a tout ce qu'il faut pour arriver à atteindre un but. Et présentement, la Terre est extrêmement diplomate pour la simple raison qu'il y a des guerres régulièrement et à partir de peur, à partir d'armement encore pour amener une crainte chez les ennemis, disons, parce qu'on emploie aussi le terme ennemi en politique. C'est les ennemis du parti. Et c'est la même chose, sauf qu'au lieu de se servir dans la démocratie, disons, canadienne ou américaine ou, disons, civilisée, au lieu de se servir d'armes à feu, quoi qu'on s'en sert de temps en temps, mais on sait pas c'est qui assassine qui. Enfin, on sait qui c'est qui meurt, mais on sait pas qui c'est qui les assassine, parce que la politique américaine, on a pu la voir souvent avec les Kennedy, avec Luther King, avec différents autres. Même la politique religieuse se sert aussi d'armes à feu. Alors, ce qui fait que
quel que soit notre régime présentement, qu'il soit communiste, qu'il soit de n'importe quel que soit le régime, c'est de la diplomatie. Sauf que de temps en temps, on ne demande pas d'une façon, disons, très officielle l'avis du peuple. Et lorsqu'on ne demande pas l'avis officiel du peuple, on dit ce n'est pas de la démocratie. Et lorsqu'on demande l'avis du peuple, qu'on fait des promesses en fonction de l'avis du peuple et qu'on ne tient jamais nos promesses, c'est de la diplomatie. Mais il n'y a pas grande différence. L'un n'a pas l'impression qu'il peut penser et l'autre a l'impression qu'il peut penser, mais les deux se font berner. C'est sûr que c'est préférable d'avoir l'impression qu'on peut penser parce qu'on se fait moins taper sur les doigts. Et qu'il y a toujours moyen, si on vit suffisamment longtemps, c'est-à-dire si on se fait pas assassiner par différents sous-gouvernements en place, d'arriver à créer un parti politique pour arriver à renverser certaines choses. Alors, il y a plusieurs choses, de toute façon, je ne vais pas les aborder ce soir parce que ça a été tenu secret par, disons, nos gouvernements sous table, lorsque la France, un jour, lorsque le général, j'ai oublié son nom, De Gaulle? Oui, en plein ça, oui, c'est ça, faut pas trop qu'on en parle. Lorsque De Gaulle est venu, qu'il a annoncé « Vive le Québec libre », combien le Québec avait-il donné en argent à la France pour que De Gaulle le dise? Et on a des personnes qui, à l'époque, étaient prêts qui voulaient que le Québec se libère, qui ont été menacées de mortalité. Et il s'est passé plusieurs choses après, surtout parce que le Québec n'a pas pu remplir ses engagements envers la France une fois que la France avait accepté publiquement d'aider le Québec. Alors donc, on a continuellement... Si tu ne te fais pas tuer trop vite, tu peux arriver à renverser par la diplomatie apparente, un gouvernement en place, mais pas par les armes. Je dis bien, prends par exemple les Kennedy qui se sont fait assassiner, Martin Luther King et plusieurs autres qui sont morts parce que la démocratie apparente, elle existe, la démocratie réelle n'existe pas. Et lorsque tu commences à jouer un peu trop dans les services secrets, c'est-à-dire que lorsque tu commences à dire si vous me votez, je vais libérer le Nicaragua des forces militaires de notre propre pays, c'est-à-dire que je vais retirer nos forces. Si ça ne plaît pas au vrai gouvernement du pays, tu n'iras pas en élection. Et si tu fais trop de bruit, tu vas te ramasser au cimetière. Et c'est continuellement des choses comme ça qui arrivent, même si on parle après ça, pour la propagande, que c'est un Soviétique qui vient d'assassiner tel candidat à l'électorat, que c'est un fou, que c'est ce que tu voudras. De toute manière, ce n'est pas... La démocratie que nous vivons est une démocratie qui est frauduleuse, et de ce fait, elle est absurde. Pourquoi? Parce que, premièrement, même si elle ne serait pas frauduleuse, elle serait absurde. C'est le gros problème de notre démocratie. Comment pouvons-nous changer intelligemment un État social lorsque la société, c'est-à-dire lorsque l'individu dans la société, lorsque chaque personne ignore le pourquoi de la société? Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un vote, lorsque un gouvernement amène, par exemple, une idée intelligente, lorsque le gouvernement dit « Nous allons dépenser 3 milliards de dollars, non pas pour créer de l'emploi, mais pour régler le problème du pou magicus qui va manger nos érables dans les forêts. » Alors, il y a votez pour moi et je vais dépenser 3 milliards de dollars pour lutter contre un pou qui est à l'état natif dans la province de Québec, c'est-à-dire qui ne fait pas de ravages pour l'instant, mais au cas qu'il en fasse dans 10 ans. Il se fera jamais élire. On va élire un gouvernement qui va dire « Je vais dépenser 3 milliards de dollars pour l'assistance sociale, pour l'assurance maladie, pour alléger le fardeau des assurances automobiles, pour créer de l'emploi. » Et même si l'emploi crée les poux qui tuent nos forêts, c'est pas grave, on va voter pour ce gouvernement. Pourquoi le gouvernement ne peut pas arriver avec une idée intelligente devant son peuple? Parce que le peuple n'est pas intelligent. Et lorsque je dis que le peuple n'est pas intelligent, je ne parle pas de l'individu. L'individu est intelligent, mais vu que l'individu ne pense qu'en fonction de ce que les autres pensent, donc ne vit qu'en fonction d'une pensée collective, il n'est pas intelligent. Il ne peut pas être intelligent lorsqu'il pense en fonction des autres. Tu as peur de dire ce que tu penses parce que les autres trouvent que c'est stupide, alors tu fermes ta boîte. Pourquoi? De toute façon, imaginez bien ceci. Si un d'entre vous, ou d'entre ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas ici, sont gênés, transpirent, ont peur, ont le trac de parler en public, c'est justement parce qu'ils sont assujettis à une parole collective. Et le fait d'aller en public fait qu'ils, peut-être, ils vont avouer
qu'il ne pense pas comme tout le monde. Donc, le monde risque de dire, voyons, qu'est-ce que c'est? Puis toi, tu vois automatiquement que tu es anormal et tu te mets à transpirer, ton cœur accélère parce que tu te sens mal. Tu préfères rester dans l'anonymat de la foule parce que là, on ne sait pas et tu ne sais pas si ta pensée est bien ajustée à la collectivité ou non. Et si une personne peut parler en public sans avoir peur, c'est que il y a de fortes possibilités que sa pensée et sa parole ne soient pas collectives. Lui est réellement intelligent. Et non pas intelligent parle dans le sens que ce qu'il dit plaît à la collectivité. Parce que si moi j'ai une idée qui est absurde et qu'elle vous plaît, je ne suis pas plus intelligent pour autant. Et si j'ai une idée intelligente et qu'elle vous déplaît, je ne suis pas absurde pour autant. Donc, la personne qui arrive à parler librement, sans être assujettie à une parole collective, elle est intelligente, quelle que soit sa parole. Elle a une pensée individuelle, elle est dans son intelligence. Alors, si moi j'ai une idée intelligente et que je la propose à un peuple, le peuple ne voit pas l'intelligence de l'idée, il ne votera pas pour moi. Ce qui fait que la démocratie, même si elle serait authentique, ce qui n'est pas le cas, elle est absurde parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus bâtard, de plus inintelligent dans les idées collectives qui sont portées au pouvoir. Et je ne parle pas de nos ministres, je parle des idées. Si le ministre veut être au pouvoir, il doit prendre une idée bassement collective et souvent une idée qui n'a pas d'intelligence. Alors si nous disons que pour régler le problème, un problème qui va décimer nos forêts dans 10 ans, et ces forêts vont éliminer plusieurs emplois, et ces arbres malades peuvent engendrer d'autres maladies, parce qu'ils vont mourir en vrac, cela va pourrir dans l'eau, ça va polluer nos rivières avec une pollution biologique. Cela peut causer des maladies, mais c'est dans 10 ans. Alors si on dépense 3 milliards de dollars immédiatement pour régler ça, on n'aura pas ce problème-là. L'électorat va dire que l'idée est absurde parce que l'électorat, le peuple, ne voit pas le problème. Ils ne connaissent pas le problème. Et évidemment, on a toujours des personnes qui sont, à cause de notre politique, à cause de notre diplomatie, à cause de cette politique, luttent toujours contre l'autre. Hein? Tu as des partis politiques qui ont comme fonction de toujours être contre les autres. On a à Montréal un parti politique qui a comme fonction de toujours être contre l'autre. Alors, si on règle un problème, il est contre. On change d'idée, il décide que c'est intelligent. Tu reviens avec, il est encore contre. On a un comme ça à Montréal. On en a un peu partout, dans tous les pays, disons, diplomatiques. On a toujours des partis qui ont un orgueil de parti et ils doivent dire que l'autre a tort. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver ceci. Chaque personne va voter pour une solution immédiate à eux autres. Alors moi, je souffre de cancer, le parti dit, je vais financer la recherche de cancer, je vote pour. Moi, je ne souffre pas de cancer, je vote pas pour. À moins que j'ai ma mère ou mon frère ou mon fils qui souffre de cancer. Sinon, ça me touche pas. Alors, j'ai pas d'intelligence collective, même si je suis relié à une pensée collective. L'individu doit avoir une pensée individuelle et de ce fait, il saura intelligemment pourquoi il y a de l'utilité à vivre en collectivité. Mais présentement, l'individu ne voit pas d'utilité à vivre en collectivité. Et il a une pensée collective. Alors, c'est l'inverse qui se produit. Alors, ce qui fait que lorsque nous avons une idée intelligente, lorsque nous avons des solutions intelligentes, vu que l'électorat, ceux qui votent, n'ont pas l'intelligence de ces solutions, ils veulent avoir une solution immédiate à leur problème immédiat, les idées les plus intelligentes ne sont jamais votées. On ne passe pas de lois intelligentes, on ne passe pas de solutions intelligentes. On trouve qu'on passe de solutions intelligentes lorsque ça fait 10 ans que le problème nous tape dessus. Lorsque le public non informé finit par être informé à cause des événements, là, ils n'ont plus le choix d'être informés. Le pouls se promène partout. Il y en a dans le lit, dans le cheveu, dans le chat, dans le chien, partout. Ben là, ils se disent, si un gouvernement dit qu'il va éliminer les poux, là, on va le voter. Alors là, maintenant, c'est le temps d'amener un gouvernement qui va dire, éliminer les poux. Mais il y a un autre problème qui s'est dessiné, qui va apparaître dans 15 ans. On ne le solutionnera pas tout de suite. Personne ne va voter pour ce gouvernement-là. Donc, si tu aurais un jour un parti politique intelligent, c'est-à-dire un parti politique conséquentiel, qui est capable d'entrevoir les conséquences des actes posés par l'électorat, par le peuple. Les conséquences posées par ce qu'il fait, par ses décisions,
et qu'il est capable de diriger. Diriger veut dire amener le peuple vers ce où il doit aller. Et ça crée des problèmes, ça, parce que qui va dire au gouvernement que c'est là que le peuple veut aller? Mais j'ai pas dit là où le peuple veut aller, là où le peuple doit aller. Ah, mais si le peuple veut pas aller là, ça devient une dictature. Mais prenons, ici, on a des médecins dans la salle. Certains savent qu'il y a des personnes qui viennent les voir régulièrement, qui ont eu un jour un accident de travail et qui sont présentement couverts par la CAT, Commission des accidents de travail, et qui ne viennent se plaindre qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont mal partout. Le médecin essaie de les soigner, mais se rend bien compte que ses clients ne veulent pas guérir. Parce qu'ils ont découvert, ils ont goûté à la luxure d'un chômage très payant. Tu ne fais rien, mais tu es bien payé. Qu'ils ne veulent pas psychologiquement. Mais ici, on leur demande, voulez-vous travailler? Ils vont vous répondre oui. Voulez-vous faire les efforts? Oui. Mais c'est comme d'ailleurs le monde dans l'évolution. Voulez-vous? Oui. Faites-le. Ah ben là, c'est autre chose. Alors, ce qui fait que, qu'est-ce qui est intelligent? Avoir des personnes qui veulent être en santé ou avoir des personnes en santé? Avoir des personnes en santé. Mais le peuple ne veut pas être en santé. Le peuple veut vouloir être en santé, mais ça s'arrête là. On ne fait pas la démarche comme il faut. Très, très, très bien faite jusqu'au bout. On fait un petit peu de démarche pour se prouver de temps en temps qu'on veut, mais qu'on peut pas. Ça marche pas. J'ai voulu maigrir, j'ai essayé 4 fois, puis j'ai pas réussi. T'as-tu essayé d'un début à l'autre, puis quand ça marchait pas, tu recommençais tout de suite avec un autre régime, puis tu fouillais. T'as-tu tout fait? Ben, j'ai pas pu. Ou si t'aurais été à ma place, il y a plein de raisons. Mais c'est la même chose. Alors, si on veut obliger, par exemple, un peuple qui veut être malade, pas grand monde, qui consciemment veut être malade. Alors, si immédiatement on dit que tout ce qui rend l'homme malade, on l'interdit. Et si j'explique ce qui rend l'homme malade et qu'on l'interdirait, on rentrerait en guerre civile. Et si on fait une élection, bien évidemment, on n'a jamais voté. Pourquoi? Parce que les compagnies qui vendent ces produits nocifs vont s'arranger pour appuyer, pour financer le parti. Parce qu'il y a toujours un parti qui va dire contre, qui va dire que c'est pas grave ça. Pour financer ça, il va dire que ça crée de l'emploi. C'est vrai que ça crée de l'emploi. On peut fabriquer des toxines, ça crée de l'emploi. On rend le monde malade, ça crée de l'emploi dans les hôpitaux. Ça crée de l'emploi sous l'ambulance. Ça crée de l'emploi dans le domaine paramédical. Ça crée de l'emploi chez les fabricants de médicaments, chez les fabricants de matériel d'opération, chez les fabricants de matériel radioactif pour la radiothérapie. Ça crée de l'emploi. Et c'est donc correct, présentement. L'homme, qu'est-ce qu'il veut? C'est de l'emploi. Et si on dit à l'homme, ben, pendant un certain temps, vous allez vous serrer la ceinture, mais vous allez vivre mieux, et on peut faire certaines choses. L'homme ne veut pas ça, l'homme veut une sécurité immédiate. Et comme l'homme n'est pas conséquentiel dans l'avenir, il ne peut pas être sécuritaire dans l'avenir, l'homme a toujours peur de l'avenir. Donc, l'homme veut une sécurité au moins immédiate, qu'il peut voir tout de suite. Alors, présentement, l'homme veut de l'emploi, on va créer de l'emploi. Présentement, on dépollue les rives du Saint-Laurent, pas parce que c'est écologique, parce que ça crée de l'emploi. Et on continue de les polluer pendant ce temps-là. Parce que ça crée de l'emploi. Alors, on dépollue et on continue à acheter. On continue à polluer parce que ça permet de l'emploi et on continue à dépolluer parce que ça permet de l'emploi. Et c'est continuellement des choses comme ça qui se passent parce que il n'y a pas d'intelligence réelle. Pour que si un jour on parle de gouvernement mondial, ce sera une monarchie et ce sera une dictature. Et ce sera extrêmement pénible pour l'homme parce que l'homme croit vivre dans son intelligence, et son intelligence, ce n'est pas une intelligence logique. Ce n'est pas une intelligence qui demande de la logique, qui demande de la conséquentialité. C'est une intelligence régie par son plan émotif. Ça, c'est ce que l'homme a présentement. Et tant que l'homme a une intelligence régie par son plan émotif, il s'observe et il dit « aujourd'hui, je veux telle chose ». Et si on m'empêche de l'avoir, je vais voter contre. Et s'il n'y a plus de vote, je vais lutter contre. Si on prend, par exemple, un exemple au Guatemala, que je connais assez bien parce que j'ai passé plusieurs mois, on a une guérilla dans la côte ouest du bord du Pacifique qui essaie de renverser le régime militaire en place. Régime militaire, d'ailleurs, qui est diplomatique.
Parce qu'on a des élections tous les 4 ans et ça change lentement, mais disons qu'à l'époque où j'étais, 1 an avant les élections, le port d'armes était permis dans tout le pays parce que plusieurs paysans avaient des comptes à régler. Alors on tuait les ennemis de la cause et puis on bombardait l'océan Atlantique et Pacifique régulièrement de milliers de cadavres, parce que c'est le même qu'on élimine. Et lorsque les élections arrivaient, tu avais le choix entre le général machin chouette, le général machin chouette, le général machin chouette. Ces 3 personnes font partie de la même armée qui a renversé le régime en place à l'époque et qui, ce régime renversé, est maintenant la guérilla. Et eux autres, avant d'être gouvernement, étaient la guérilla. Et ils avaient déjà été gouvernement. Et ça fait 15 fois que le gouvernement est renversé, il devient guérilla, il renverse le gouvernement qui devient guérilla, et c'est continuellement comme ça. Bon, c'est une roue comme ça. Et ces élections-là font que chaque fois, c'est toujours le même qui est élu. Alors, tu as 6 millions d'habitants au Guatemala, tu as 4 millions, même pas, tu as 2 500 000 adultes, et tu as facilement 7 millions de votes qui rentrent pour un parti. Bon. Et c'est de la démocratie. Et c'est toujours un général qui disons, a un nouveau parti, mais lorsqu'il est élu, c'est ceux qui viennent travailler avec lui sont les 2 autres candidats des 2 autres partis. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de diplomatie, là. Mais le peuple se plaît de cette diplomatie. Et tu as 7 millions, alors vraiment, c'est des victoires fracassantes, c'est toujours plus, même les pays alentours ont voté pour, faut croire, parce que, bon. Et c'est une diplomatie. Mais continuellement, le gouvernement qui est là se fait renverser. Et il dégénère. Là, la guérilla devient le gouvernement. Et ça continue. C'est un peu ce qui se passe ici où on a, mais c'est pas militaire, où on a les libéraux qui s'en vont, les conservateurs qui s'en vont. On a continuellement un changement, un va-et-vient, de temps en temps un nouveau parti qui vient s'imbriquer. Parce que là, même le changement, à un moment donné, son écartement vient à terme, alors ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de quelque chose de neuf. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a d'amélioration? Chaque fois qu'on a des élections, et ça c'est partout dans les pays où il y a des élections, où ce qu'il y a, disons, de la dictature militaire, c'est différent. L'armée vote pour le peuple. Et le peuple, de toute façon, voit toujours l'armée qui prend possession du pays comme de libérateur. Et 2 ans après, ils espèrent que les guerrieros vont renverser encore une fois. C'est toujours des libérateurs. C'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est pourquoi on n'arrive pas à avancer socialement. On règle des problèmes qui permettent d'être élus. Mais on ne règle jamais des problèmes de l'homme. Assez qu'à un moment donné, il est intelligent dans notre politique de susciter des problèmes chez le peuple pour pouvoir les régler après avoir été élu. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement, on s'en sert régulièrement, où on va créer, où on va laisser un problème s'en aller, s'envenimer. Et lorsque les élections sont faites, les partis qui arrivent là, on les laisse faire un bout de temps. 4 ans après, il y a des autres élections, et là, on vient dire que tel problème, ce parti-là l'a jamais vu, patati patata, puis là, on veut se faire élire pour régler ce problème-là. On peut en susciter et on en laisse traîner spécialement pour créer ça. Ça, c'est très retardataire pour une société. Mais c'est extrêmement retardataire. Par contre, c'est extrêmement bénéfique pour se faire élire. Pourquoi les pays sont-ils souvent en déficit? Prends le Japon. Le Japon a un déficit de quelques millions, 1 milliard de dollars. Comment les Japonais, qui sont une grande puissance monétaire, peuvent-ils avoir un déficit? Ils pourraient payer facilement leurs dettes. Ils ne veulent pas payer leurs dettes. Et aucun pays ne veut payer sa dette. Parce que si le Canada dirait à un moment donné, on paye notre dette, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver que tous les assistés sociaux, que tous ceux qui sont sous chômage, que tous ceux qui sont régis par le gouvernement vont faire des grèves et des manifestations monstres pour dire, vous avez de l'argent pour payer les dettes, puis vous augmentez pas nos salaires, vous augmentez pas nos conditions de vie, vous augmentez pas nos chèques d'assistance sociale. Le gouvernement ne peut pas se permettre de montrer à son peuple qu'il est riche. Parce que le peuple va se grouper pour détruire le gouvernement. Donc, le gouvernement est pauvre. Le gouvernement étant toujours pauvre. Et le gouvernement augmente ses taxes, le gouvernement augmente par-ci, augmente par-là. De temps en temps, c'est bien régi, de temps en temps, c'est mal régi. Mais on ne peut pas avoir un pays riche. Parce qu'on n'a pas d'être humain à l'intérieur qui serait capable d'accepter tout d'un coup que le pays est riche sans aller ramasser ce qu'ils peuvent ramasser du pays pour se dire, ben moi avec, m'être riche. Je le mérite pas, mais s'ils sont riches, c'est moi le pays, puis c'est pas moi. Quand ça va mal, c'est de leur faute. Quand ça va bien, donnez-moi ça. Bon.
Puis quand ça va mal, je leur en donne pas. Je leur en demande plus. Alors, le pays peut pas se permettre d'être riche. Pas pour l'instant. Alors, comment ça se fait qu'on vit dans des pays où il y a des situations compliquées, des situations dures, difficiles? Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Choses que je ne peux pas parler parce que ce ne serait pas intelligent d'en parler. Je ne veux pas en parler pour ça. Des trucs qui sont sous-gouvernementales, des sociétés, gouvernements secrets, mais qui sont reliés au gouvernement en place. Le premier ministre, lorsqu'il est élu pour la première fois, il se fait, on l'instruit de ses privilèges, de ses prérogatives, de ce qu'il a droit, et des limites contextuelles dans lesquelles il peut évoluer. Et si un premier ministre s'échappe un peu, il y a la loi. La loi qui a des bonnes choses, mais la loi qui empêche aussi un ministre de faire quelque chose de salutaire, mais ça devient illégal, c'est anticonstitutionnel, c'est inconstitutionnel, et c'est etc. Ce qui fait que même si tu es élu avec une idée particulière, par après, un avocat peut te montrer que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. Tu n'as pas le droit de rendre le peuple en santé parce que tu n'as pas le droit de faire telle chose, tu dois faire un référendum, et le peuple va te dire qu'ils veulent être en santé, mais ils veulent pas payer le prix. Donc, le peuple reste malade et le peuple te maudit parce que tu as promis que tu es rentré en santé, mais tu le fais pas. Bon. Alors, ce qui fait qu'une monarchie, qu'est-ce que c'est? Une monarchie, c'est lorsque un monarque, un roi, maintenant, ce sont des termes spirituels, ce sont des termes, disons, médiévals, qui datent de certaines prophéties. On peut parler de seigneur si on parle de l'époque biblique, on parle de monarque, donc de roi, si on parle de l'époque de Michel de Nostradamus. Alors, prenons ces termes, mais ce n'est pas un roi avec une couronne et patati patata qui sera placé sur un trône par une église, ni même par un peuple, parce que la monarchie, la dictature monarchique va apparaître sur le plan planétaire, mais ce ne sera pas une dictature et ça en sera une. Alors, si on revient un peu dans l'ésotérisme, d'ailleurs, c'est très ésotérique ce qu'on a dit, c'est caché. Lorsque un gouvernement a une solution intelligente à un problème qui est présentement apparent, ou qui a une tendance à naître. Parce que sachez bien qu'un problème qui n'est pas encore au monde est très facile et très peu coûteux à régler. Par contre, lorsqu'un gouvernement règle des problèmes qui ne sont pas apparents, le peuple s'imagine que le gouvernement ne sert à rien. Donc, le gouvernement doit faire en sorte que le problème devienne assez gros pour que le peuple le voie, et là, le gouvernement, s'il est capable maintenant encore, règle le problème. Sinon, ben, il s'excuse auprès du peuple de ne pas avoir eu la force nécessaire pour régler le problème. Et là, l'opposition vient s'en mêler, puis on recommence. Bon. Si on a un peuple intelligent, c'est-à-dire un peuple qui est capable de concevoir l'importance d'une société, l'importance de l'écologie sociétaire, de tous les mécanismes qui permettent à la société d'exister et qui permettent à l'individu d'avoir une facilité matérielle. Ça sert à ça une société. D'avoir une facilité d'éducation. Ça sert à ça. Ça devrait servir à ça une société. D'avoir des facilités au niveau de la santé. Ça devrait servir à ça une société. D'avoir des facilités de voyage, de transport. On parle d'éducation, on parle des écoles, partout. Ça devrait servir à ça, une société. Lorsque l'homme comprend que la société peut lui être utile de façon à l'améliorer, lui. Là, quand l'homme comprend ça, l'homme peut commencer à vouloir travailler pour améliorer la société. Mais présentement, on ne travaille pas pour améliorer la société, on travaille pour se faire de l'argent. Les compagnies travaillent pour faire de l'argent, les architectes travaillent pour faire de l'argent, les maires se font voter, travaillent pour faire de l'argent. On travaille pour ça, mais pas dans le but d'améliorer la société, parce qu'on ne voit pas de quelle façon la société permet à l'homme de s'améliorer. Mais il y a eu un temps où on avait plusieurs personnes qui traînaient dans les rues. Aujourd'hui, on a dégagé les rues et on leur permet de se saouler la gueule, peut-être, ou de vivre mieux, dépendant des individus. Il y en a qui ont profité de l'occasion sociétaire pour se replacer, se redresser, aller étudier, peut-être travailler, et s'ils ne pouvaient pas, c'est pas grave, au moins s'instruire, s'améliorer. Et d'autres en ont pas profité, parce qu'on n'a pas instruit la population pauvres de l'époque, que maintenant on leur donnait un financement pour s'améliorer. On leur a dit qu'on leur donnait un financement pour déguerpir des rues. Ce qu'on leur a dit. Alors évidemment, ils ont fait ce pourquoi on leur donnait, mais ils ne se sont pas améliorés. Lorsque l'être humain va comprendre l'intelligence de vivre en société,
pour pouvoir diviser le travail, pour multiplier les résultats, donc pour pouvoir faciliter sa vie, il pourra travailler en fonction de la société. Et ça, c'est l'apanage d'un peuple intelligent. Maintenant, lorsque le peuple devient intelligent, le gouvernement en place peut se permettre d'être intelligent et c'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement que nous allons voter. Pourquoi voter tous les 4 ans? Pourquoi voter tous les 2 ans? Pourquoi voter tous les 100 ans? Pourquoi voter? Parce que lorsque nous nous rendons compte que le gouvernement en place n'est pas intelligent, nous en plaçons un autre que nous croyons intelligent. Alors, à un moment donné, il faudra construire un gouvernement intelligent. Pas un gouvernement que nous allons penser être intelligent, un gouvernement qui sera intelligent. Et ce gouvernement se placera en place, ou nous le placerons si nous voulons. Et une fois qu'un gouvernement intelligent est en place, on n'a pas besoin de le débâtir tous les 4 ans et de le rebâtir. Ce qui veut dire que, mais il y a un problème. Étant donné que la société est présente, elle est à l'éveil. C'est un embryon d'intelligence qui commence à apparaître dans la collectivité sociétaire. Un embryon. Cela est plus perceptible au Québec, mais c'est un embryon d'intelligence sociétaire et d'intelligence individuelle. Ça sent bien, même de la musique est intelligente. Voici docteur. Donc, lorsque nous allons avoir, je vais prendre l'occasion. Oui, je profite souvent des occasions. Je suis un profiteur qu'on dit, mais c'est pas grave. Très bon. Une société intelligente, qu'est-ce que c'est un peuple intelligent? C'est un peuple qui permet à l'homme de faire des erreurs. Et notre société ne permet à personne de faire des erreurs. Et lorsque nous devenons un peuple intelligent, lorsque chaque être est dans son intelligence, se dynamise lui-même pour réfléchir lui-même, lorsqu'il est capable d'accepter que d'autres fassent des erreurs et qu'il est évidemment capable d'accepter que lui fasse des erreurs, c'est un critère d'intelligence. Parce qu'il est normal de faire des erreurs, parce que l'homme ne sait pas tout, l'homme expérimente. Et lorsque l'homme s'interdit l'erreur, l'homme s'interdit l'expérimentation. C'est évident. Je peux pas le faire, parce que si je manque mon coup, mais manque-le ton coup. Puis profite de l'occasion pour apprendre pourquoi tu as manqué ton coup, puis instruis les autres, puis après ça, on continue. Puis si tu passes ta vie à manquer ton coup, tu passes ta vie à instruire les autres. C'est là de la valeur dans une société intelligente. Puis un jour, il y aura moins d'erreurs. Mais c'est pas le culte de la non-erreur. C'est pas le culte de l'erreur. C'est pas un culte. Il y a des choses normales qui arrivent. Et c'est normal, c'est logique. Ça doit arriver. Parce que l'homme expérimente. L'homme ne le sait pas. Donc l'homme expérimente, l'homme peut manquer son coup. Et on ne permet pas à un homme de manquer son coup. Alors, on ne peut pas bâtir une société intelligente, une société où l'homme va s'exprimer, où l'homme va sentir qu'il peut grossir, qu'il peut se risquer de grossir, qu'il peut se risquer à s'affirmer. On n'a pas de société comme ça. On a donc une société qui n'est pas intelligente. Et si on a une société intelligente, cela va vouloir dire que lorsque une solution intelligente va apparaître dans un gouvernement, on n'aura pas besoin de changer de gouvernement tous les semaines. Lorsqu'une une solution intelligente apparaît, ben, il va y avoir du monde dans la population qui vont être capables de dire, ben, ça a de l'allure. Pas parce qu'on va payer des millions de dollars pour faire des gros panneaux publicitaires pour dire à l'homme que ça a de l'allure. Parce que là, c'est parce que là, on n'a pas une société intelligente. On doit dire à l'homme que telle chose est nécessaire. Et tant qu'on a besoin de propagande, on n'a pas de société intelligente. Lorsqu'on doit dire à l'homme, subvention du gouvernement du Québec, tant de 1000 dollars, pour que l'homme sache que le gouvernement fait quelque chose. Sinon, ben, l'homme, il vote pas pour le gouvernement les 4 ans suivantes parce que le gouvernement ne fait rien. Lorsque vous voyez des pancartes sur la route qui disent « abolition du péage pour la relance du Québec », imaginez-vous comment on a un peuple
absurde, et c'est pas la faute du gouvernement. Le gouvernement fonctionne en fonction du peuple. Le peuple ne comprend que ce genre d'informations, alors on lui donne. Sinon, ben le peuple, le gouvernement est démoli, le gouvernement on chiale, le gouvernement on le démolit, on l'assassine, on le tue, ou on ne le réélit pas, dépendant des pays. Mais on n'a pas aboli le péage pour la relance du Québec. On a doublé le prix du péage. Et parce que la population n'a rien voulu savoir, on est obligé d'abolir le péage. Et là, on met des panneaux disant à la population que c'est le gouvernement qui a décidé d'abolir les péages. Et le peuple accepte. Et je ne parle pas du gouvernement du Parti québécois, entre autres. C'est la même chose pour tous les gouvernements, pour tous les paliers de gouvernement, pour tous les ministères, quel que soit le gouvernement. Le Parti québécois, présentement, disons que c'est lui qui règne sur le Québec lors de l'abolition des péages. Il se sert des mécanismes que le Parti libéral s'est déjà servi, que les partis conservateurs sont servis. Ils se servent de la propagande. Et la propagande, ben, c'est nécessaire. C'est totalement nécessaire. Sinon, il y aurait anarchie totale. Parce que le peuple ne peut pas savoir si un gouvernement est bon. Il faut que le gouvernement lui dise. Et comme on a plusieurs gouvernements, dont un officiel et d'autres à l'opposition, ben, on instruit le peuple que un tel est bon et que l'autre ne l'est pas, parce que le peuple ne peut pas choisir lui-même. Le peuple ne peut pas le savoir. Le peuple est imbécile, en fin de compte. Pas l'homme individuel dans le peuple, mais le peuple, oui. Alors, ce qui arrive, c'est que si on parle de monarchie, pourquoi que la société nouvelle va être une monarchie? C'est parce qu'à un moment donné, il y aura des êtres suffisamment intelligents pour être capables de se servir des mécanismes collectifs psychologiques, ce qu'on appelle l'astral collectif, de façon à manipuler à l'insu du peuple, ce peuple, et ce peuple sera toujours d'accord avec ce gouvernement, même si le peuple ne comprendra jamais rien du gouvernement. Et ça, c'est une monarchie qui, à un moment donné, va être instaurée, après différents conflits, après différents bouleversements, qui vont permettre au peuple de rechercher, et c'est déjà commencé, la venue salvatrice d'un gouvernement mondial. Il serait intelligent d'avoir un gouvernement mondial. L'homme n'en veut pas. Les individus en veulent, mais pas l'individu collectif. Le Canada n'en veut pas. Le Québec n'en veut pas. Le Canadien, peut-être. Le Québécois, peut-être. Le Russe, peut-être. La Russie n'en veut pas. La France n'en veut pas. Le Français, peut-être, mais pas la France. Et c'est ça le maudit problème. Intelligence collective. Donc, l'individu, personne n'en veut. Pendant les guerres, la majorité des soldats ne veulent pas se battre. Mais le pays veut se battre. Les familles, personne ne veut se battre, mais le pays veut se battre, donc tout le monde se bat. Alors donc, vu que tout le monde veut un gouvernement, mais que les pays, ce qui présentement domine l'homme collectif, veut garder son autarchie, ne veut pas avoir de gouvernement extérieur pour venir le diriger. Le Canada n'en veut pas. L'ego, l'astral canadien n'en veut pas. L'orgueil du Québec non plus. L'ego du Québec, l'astral du Québec. Alors, automatiquement, on est obligé, pour que cet état de choses qui est intelligent, avouez que c'est intelligent d'avoir un gouvernement mondial, parce que quand on a un gouvernement dans un pays, il n'y a pas de guerre dans le pays. Si on a un gouvernement mondial, il n'y a plus de guerre sur la planète. Le gouvernement mondial va être régi par l'intelligence, pas par la psychologie. Un peuple qui n'est pas capable de se démerder lui-même, ben on prend pas la moitié des richesses d'un peuple qui se démerde pour le donner. Parce que là, on va brûler en 10 ans, en 20 ans, en 100 ans, la moitié de la richesse d'un pays riche. Par contre, on va les instruire. De quelle façon? Ben, en leur en parlant. Ils comprennent pas. Ben, à couper le cul. On comprend. On n'a pas le choix. Un pays qui ne veut pas cultiver, un peuple qui n'est pas capable de se lever, qui n'est pas capable d'aller à l'école, qui n'est pas capable d'apprendre. C'est long. On prend le temps. On comprend leur état psychologique, leur état génétique, leur état ancestral. Faut comprendre. Ça, c'est l'apanage de l'intelligence. Mais ce peuple doit s'en sortir. Parce que tant qu'il ne s'en sort pas, il crée des conflits au reste de la planète.
continuellement. Soit qu'à un moment donné, il vire un peuple guerrier, puis attaque une frontière. Alors on doit se défendre contre lui, ou etc., etc. Il crée des maladies, les maladies sont exportées, et puis ça cause d'autres problèmes. Un gouvernement mondial, c'est une solution intelligente. Mais les pays n'en veulent pas. Alors, on doit donc s'arranger pour que les pays en veulent, ou pour que les pays n'existent plus. Pour qu'enfin, l'individu dans le pays finisse par se dire « Je suis citoyen de la planète Terre, je suis pas Canadien. » Et qu'il puisse commencer à s'imaginer que ce serait bien le fun d'être coordonné autrement. Pour que le peuple finisse par comprendre l'intelligence d'un gouvernement mondial, on fait comme on fait dans les pays démocratiques. On crée des problèmes, on laisse les problèmes grossir jusqu'à temps que le peuple vote pour le parti qui va régler le problème. Mais à un moment donné, le peuple planétaire va voter pour un gouvernement mondial parce qu'il y aura des conflits mondiaux ou mondiaux. Tu parlais d'embryon d'intelligence. Mettons qu'on prendrait les chefs politiques en général, qui ont quand même une certaine intelligence et puis qui peuvent pas être dans la totalité de leur intégralité, mais qui sont obligés, comme tu disais, de prendre les opinions les plus basses de la société. Il pourrait pas y avoir, comme dans les anciens rois, qui avaient des conseillers, en fait, il pourrait pas y avoir des conseillers, je dirais presque ésotériques, qui seraient dans l'ombre et puis qui dirigeraient à ce moment-là les chefs en place, qui seraient la façade pour les gens qui voient pas. Vois-tu, présentement, on a déjà des conseillers qui conseillent avec une main de fer. Les gouvernements en place. Plus tard, vois-tu, déjà là, on ne pourrait pas parce que si on aurait un gouvernement mondial ésotérique, caché, qui, par le biais de ministres placés, de présidents, de dictateurs, enfin, tout ce qui existe déjà, on le laisse comme que c'est, mais on remplace tous ces dirigeants de tous ces pays-là par des dirigeants venus d'un ordre particulier. Et ça, c'est un des plans, du sionisme, pas tout à fait juif, mais en l'occurrence du prieuré de Sion, qui est une force agarthienne, donc reliée à l'Agartha. De remplacer tous les dirigeants mondiaux à l'insu des peuples pour placer du monde qui vont s'entendre entre eux pour instaurer ce gouvernement mondial. Mais il y a un fichu problème à ça. D'ailleurs, le prieuré de Sion a tenté, disons, d'accomplir ce plan en manipulant Adolf Hitler. Un autre moyen, présentement, il y a effectivement de ces moyens qui viennent surtout des pays de l'Est, où on tend lentement à s'immiscer pour gonfler, pour étendre le communisme, par exemple, parce que le communisme, comme Antéchrist, c'est génial, et d'ailleurs, de toute manière, j'ai déjà dit en conférence, et comme dirait notre mère, je l'ai dit, je le répète, que l'idée, ce que fait le communisme soviétique, c'est extrêmement salutaire pour la planète. Et on dit même que, certains disent même que le Christ va venir de l'Union soviétique. C'est pas tout à fait ça, mais de toute façon, c'est l'Union soviétique qui va permettre certaines choses, parce qu'ils sont antichrist. Mais on tend à remplacer. Le problème qu'il y a, c'est que si, par exemple, on arriverait, disons, d'ici 2 mois, à éliminer tous les gouvernements en place pour les remplacer par de nouveaux hommes. C'est-à-dire qu'aux prochaines élections, celui qui est élu, c'est un être de l'Agartha. OK? Et partout, il y a une dictature, on fait une révolution, on renverse, et celui qui est placé, c'est un être de l'Agartha, et partout sur la planète. Il ne va pas avoir de guerre. C'est des hommes intelligents, parce que c'est des hommes pas tout à fait intelligents, qui ont des émotions, mais à un moment donné, il y a des postes qu'ils vont vouloir avoir, puis de la puissance, puis grossir, puis etc. Bon. Ils vont vouloir aider l'autre. L'autre ne va pas se faire aider, puis ils vont l'aider pareil. Bon. Mais le problème qu'il y a, c'est dans 4 ans, on refait des élections. Fait que le gars de l'Agartha, il en faut un autre pour le remplacer. Puis comme c'est le même partout, puis comme on a de la guérilla où un gouvernement vient d'être renversé, on met quelqu'un de l'Agartha, mais la guérilla, elle veut toujours le renverser, le gouvernement, la nouvelle, l'ancien gouvernement. Alors, on recommence encore. On ne règle pas le problème. Parce que 4 ans après, disons que le prochain premier ministre du Québec, c'est quelqu'un de l'Agartha. Ben, 4 ans après, on refait des élections.
Et comme si lui est de l'Agartha et qu'il a des idées intelligentes, ces idées-là ne pourront pas être comprises par le peuple, et l'opposition va en profiter au coton, ben, c'est officiel que dans 4 ans, il n'est pas réélu. Alors donc, on a un problème. Et si on va, par exemple, dans un pays avec une dictature militaire, où on renverse le gouvernement, on met quelqu'un de l'Agartha, ben 2 semaines après, il y a encore des guerres, parce que la guérilla vient de se rebâtir, et on veut renverser, puis on va avoir des guerres régulières. Assez qu'à un moment donné, la guérilla de tel pays va venir aider celui-là pour renverser le gouvernement, après ça, les autres vont venir l'aider pour renverser l'autre, comme on a en Amérique latine, en Amérique du Sud, puis un peu partout ailleurs. Alors, ce qui fait qu'on ne réglera pas le problème. Il faut absolument que les esprits de groupe disparaissent pour avoir un gouvernement mondial. Alors, c'est pas tout de suite qu'on va avoir un gouvernement mondial. L'esprit de groupe, c'est quoi? C'est l'orgueil national, c'est l'orgueil racial, c'est l'orgueil moral, c'est l'orgueil religieux, c'est l'orgueil spirituel. Qu'on fasse un djihad, une guerre religieuse comme le djihad islamique, qui est présentement en cours depuis longtemps, où on veut que l'islam s'étende sur la planète. Alors, si on détruit l'ego de l'islam, ben, il n'y a plus de combattants islamiques. Il n'y a plus de terroristes islamiques. Il n'y a plus de problème. Si on détruit l'orgueil, disons, américain, qu'il n'y a plus d'Amérique, qu'il n'y a plus d'Américains, ben, contre qui l'Amérique, contre qui, toi, tu vas aller te battre? Pour protéger quoi? Toi, parfait. Ton voisin t'attaque pas, tu te bats pas. Et si on détruit tous les égrégores, les esprits de groupe qui manipulent les collectivités, on détruit les drapeaux, on détruit les hymnes, on détruit tout ce qui fait que l'homme est dans une boîte de conserve et parce qu'il est dedans, il tient à ce que l'extérieur ne vienne jamais dedans. Puis lui, il tient à étendre sa boîte de conserve partout. Comme il y a plein de boîtes de conserve, ben, le métal se frappe, ça fait des flamèches. Bon. Alors, ce qui fait que tant qu'on a ce genre de contexte, on ne peut pas arriver à avoir un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial va être instauré de 2 façons. Soit parce que l'homme va devenir suffisamment lucide dans son intelligence. L'homme va comprendre l'intelligence de l'économie d'énergie. Et pour économiser l'énergie, tant au plan physique, au plan vital, au plan psychologique, au plan mental, qu'au plan matériel, je parle de toutes les formes d'énergie, l'homme va comprendre l'intelligence de l'amélioration. Mais lorsqu'on aura un peuple intelligent, il devra, et c'est le mot du problème, il devra intelligencer les autres. Et sinon, il sera détruit par les autres. Alors, on va dire, Adolf Hitler, c'est ce qu'il voulait faire? Ouais. Sauf qu'Adolf Hitler n'était pas intelligent, c'est pour ça qu'il a pris les armes pour rendre les autres intelligents. Et lui, il s'est dit, ben, ceux qui sont pas intelligençables, disons ceux qu'on ne peut pas rendre intelligents, on va simplement les éliminer. Preuve de l'absurdité de son contexte, évolutif, social. Lorsqu'un peuple devient intelligent, disons que le Québec devient intelligent à un moment donné. 3/4 du Québec devient intelligent, on place un gouvernement intelligent en place, fait que le reste du quart du Québec qui n'est pas intelligent, ben, vu que le gouvernement est élu, ben, ils vont suivre. T'as pas besoin du quart, t'as besoin d'un quart d'intelligents au Québec pour placer un gouvernement intelligent en place. Le reste, ils vont suivre. Et le reste, ils vont suivre, ils vont avoir donc, ils vont devenir lentement intelligents parce qu'on va leur permettre de le devenir. Pas on va leur forcer, on va leur donner des structures d'éducation qui le permettent. Où est-ce qu'on permet l'erreur, où est-ce qu'on élimine la compétition. Pourquoi avoir une compétition? Parce que tu ne comprends pas l'intelligence d'amélioration, mais tu comprends l'intelligence d'être meilleur que l'autre. Fait que tu t'améliores pas, tu veux être meilleur que l'autre. Alors, soit que tu passes ta vie à lutter pour être meilleur qu'un autre. Alors, comme j'ai déjà expliqué avec, soit que tu descends l'autre, soit que tu te forces, mais plus souvent qu'autrement, si tu descends les autres, c'est préférable. C'est plus facile. Alors, tant qu'on n'a pas l'intelligence de l'amélioration, on peut pas le faire. Mais si tu as un quart du peuple québécois intelligent, tu as un gouvernement intelligent qui vient facilement en place, par la propagande, les autres vont facilement suivre parce que c'est facile à manipuler un peuple. Et lorsque tu as, disons, le peuple québécois qui est intelligent, ben évidemment, tu as un problème. Parce que si on a des pluies acides qui nuisent, on veut régler les pluies acides. Si les pluies acides viennent de l'extérieur, ben on va régler les pluies acides pareil. Et on va trouver des moyens pour régler les problèmes. Il va donc falloir qu'on aille une fichue bonne propagande ailleurs. Pour qu'eux autres acceptent que le Québec soit intelligent. Pour pas qu'ils viennent détruire le Québec. Parce que l'intelligence n'ira pas détruire les autres pays inintelligents. Mais l'intelligence n'a pas besoin, n'est pas réfrénée par la mortalité d'un être humain. Souvent, l'homme va dire, un être humain, on peut pas le tuer. C'est pas bon. Et dans l'ère du Verseau, l'homme du Verseau va être un homme qui va respecter la vie. C'est vrai. Mais d'une façon intelligente. Pas d'une façon émotive, pas d'une façon religieuse, pas d'une façon éducative comme on l'a appris, pas d'une façon piscéenne.
Respecter la vie, c'est vrai. Cela veut dire que lorsqu'un jour, un homme intelligent rentre quelque part et qu'il rencontre un petit peuple, il rentre dans un village qu'on a ici, par exemple, au Québec, et il y a une grosse fête dans le village, et il tombe nez à nez avec une personne, par exemple, disons, une jeune fille de 8 ans. Et tout le monde fête, et la jeune fille est extrêmement belle, et que l'homme, dans son intelligence, et je donne un exemple. L'homme intelligent voit très bien que cette jeune fille va être un fléau, va être un tyran, elle va devenir satanique. Alors il la prend à l'écart et il la tue, et c'est fini là. Parce qu'il respecte la vie. Parce qu'au lieu de se dire, ben moi je m'en occupe pas, je prends pas mes responsabilités, ben enfin c'est pas ça qu'il va se dire, il va dire, ben oui, mais d'un coup qu'elle change, on va s'efforcer. Puis s'il y a 1 milliard de personnes qui meurent après, ben j'aurais fait mon possible, ce sera pas de ma faute. Lorsque tu respectes la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te permets de tuer des virus parce que les virus tuent des hommes. Mais tu te permets aussi de tuer des hommes parce que l'homme tue des hommes. Et donc, ce n'est pas un concept moral. Je dis bien, c'était un exemple. Parce que l'homme peut dire, mais qu'est-ce qui fait que tu es sûr que c'est un tyran, cette fille? Mais disons que tu le sais. Ah, tu la tues. T'as pas de remords, t'as pas d'hésitation, c'est logique. Et ça, c'est une chose qui n'est pas comprise par l'homme piscéen, qui n'est pas comprise par l'homme psychologique, parce que l'homme psychologique se relie toujours à la collectivité, et quand tu tues quelqu'un, c'est un peu lui que tu tues. C'est vrai, parce qu'on est relié au même plan astral, psychologique, donc tu souffres de cette chose. Et ce qui fait que tu te transposes toujours un peu. Mais lorsque tu es dans ta propre énergie, que tu vois un fléau quelque part, tu aimes les chiens, mais un chien qui mange le monde, un chien qui saute d'en face des enfants, ben tu le tues. Est-ce que tu es un tyran? Est-ce que tu es un satanique pour autant? Absolument pas. Laisse-le vivre à la place. Puis là, tu vas être pas mal plus luciférien que si tu le tues. Et c'est la même chose pour l'homme. L'homme s'évertue à croire à la réincarnation tout en ayant peur de démolir. Par contre, l'homme qui démolit au nom de cette doctrine est un être stupide, ce n'est pas un être intelligent. Et je dis bien que on ne doit pas tu ne peux pas forcer l'homme à être intelligent. Tu peux avoir un gouvernement en place qui est régi, permis par les lois, disons, de l'ancienne ère piscéenne, et tu instruis l'homme. Tu peux travailler, tu ne veux pas travailler, ben tu vas travailler. Et lorsque tu auras été éduqué à travailler, lorsque ça leur a fait 2 ou 3 ans que tu auras travaillé, rémunéré en fonction. Je ne parle pas d'un travail forcé. C'est un travail forcé, mais tu es payé pour le faire. Au lieu d'être payé pour être forcé à rien faire. Bon. Alors là, ça devient un peu de la dictature. Et ça, de toute façon, un gouvernement intelligent, un gouvernement monarchique va être dictatorial pendant un bon bout de temps. Il va devoir éliminer des hommes pendant un bout de temps. Même si on dit que c'est le gouvernement de Dieu qui va venir sur la planète Terre, ben l'homme qui veut pas ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, Dieu va l'investir, il va le convaincre. Ben c'est ça que les Russes font. On appelle ça un lavage de cerveau. Ah, mais Dieu fera pas de lavage de cerveau. Bon, ben d'abord, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va le tuer. Il va faire quelque chose. Parce que lui, pendant ce temps-là, ben, il tue les bons fidèles qui croient à Dieu, parce que lui, dans son attitude, il est bien convaincu qu'il est Yavik, qu'il est dans le droit chemin, et de ce fait qu'il a le droit de tuer ceux qui sont dans le mauvais chemin. Alors, veut pas, ce problème-là se réglera pas sans mortalité humaine. De toute manière, ces esprits humains-là, évolutifs, se réincarnent par après dans un monde qui va pouvoir les accueillir plus intelligemment, donc ça n'a aucun problème. Sauf qu'il n'y a pas de raison intelligente de dire, nous avons un gouvernement en place, nous avons un gouvernement intelligent, et nous allons entrer en guerre contre les autres pays pour les rendre intelligents. Ça, c'est une stupidité. Pourquoi? Parce que le peuple, si tu tues un homme, c'est pas grave. Ça dépend des circonstances. Mais cosmiquement, c'est pas grave. Astralement, ça peut être grave. Karmiquement, ça peut être grave au niveau sociétaire, au niveau individuel, au niveau de plusieurs niveaux karmiques. Mais si tu laisses faire un acte à un homme et tu le savais et que tu ne le tues pas, c'est encore plus grave karmiquement. Ce qui arrive simplement, c'est que lorsque tu tues une collectivité, lorsque tu rentres en guerre, que tu investis une population, un peuple, et que tu les obliges à vivre selon un contexte, et eux autres n'ont pas l'énergie nécessaire pour comprendre l'intelligence du contexte, ben t'es aussi stupide qu'eux autres. Alors, ce qui fait que tu ne vas pas un jour envahir le Bangladesh pour les rendre intelligents. Tu ne vas pas un jour envahir la France, envahir le Québec, envahir l'URSS ou envahir un pays parce que tu as l'intelligence. Parce que si tu as l'intelligence, tu le fais pas.
Parce que tu ne peux pas rendre un peuple intelligent en les dominant. Tu ne feras de ce peuple qu'un peuple inférieur qui restera inférieur. Parce qu'ils verront toujours le Dieu envahisseur ou l'homme supérieur, le surhomme envahisseur devant lui, et il aura toujours l'impression qu'il ne peut pas y arriver. Même si tu lui dis, ben oui, tu peux, il pourra pas. Tu lui as prouvé qu'il pouvait pas. Vous êtes battus ensemble, eux autres ont perdu. Et cette défaite dans la tête d'un homme, dans la tête d'un homme collectif, dans la tête d'un pays, c'est pire que la mortalité. D'ailleurs, les Japonais préféraient mourir, on en a eu plusieurs qui préféraient mourir que de vivre une défaite. Or, de ce fait, un gouvernement monarchique ne pourra pas entrer en guerre pour s'étendre. Donc, l'Union soviétique ne sera pas le gouvernement monarchique planétaire. Tous les pays qui vont vouloir entrer en guerre ne seront pas des gouvernements qui seront mondiaux. Par contre, le gouvernement intelligent peut être suffisamment bien armé pour rester en place dans son pays, ou dans sa province, ou dans sa région. Et ça, c'est important de bien penser que la monarchie, elle s'installera pas, elle sera pas instaurée d'un moment donné, où on aura, je sais pas quoi, moi, une descente divine, ou des extraterrestres, ou n'importe quoi, qui va arriver, puis les hommes vont se mettre à genoux, puis tout va être réglé. C'est pas vrai. Il y aura toujours un lion mangeur d'hommes qui va attaquer quelque part. Il y aura toujours un tremblement de terre à un moment donné quelque part. Et c'est pas vrai de dire que instantanément, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, va falloir pour que le gouvernement soit instauré, que cette monarchie elle est intelligente. Parce que lorsque l'intelligence domine, ben, si le peuple n'est pas intelligent, les solutions sont appliquées et le peuple se libère de plus en plus de ses problèmes. Mais si le gouvernement est intelligent et que les solutions intelligentes ne sont pas appliquées parce qu'on demande au peuple de voter pour, puis que le peuple ne voit pas l'intelligence de la solution, bien évidemment, on a un marasme comme on a, et on va continuer à vivre planétairement d'une façon dissociée, disloquée, qui ne pourra pas aboutir seul d'une façon facile à un gouvernement mondial. Alors donc, ce gouvernement mondial va apparaître lorsque les égos nationaux, lorsque l'homme va cesser de croire qu'il fait partie d'un groupe. Il n'y aura pas de gouvernement mondial, il n'y aura pas de monarchie, tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'hommes dans les pays qui détiennent la puissance. Et c'est important, ça va se faire dans les pays qui détiennent la puissance, pas dans les pays qui ne détiennent pas la puissance. On n'ira pas demander à l'Inde, qu'est-ce qu'il en pense? On n'ira pas demander au Bangladesh, qu'est-ce qu'il en pense? On n'ira pas demander à l'Irlande, qu'est-ce qu'il en pense? On n'ira pas demander aux pays d'Amérique du Sud, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'ils n'ont pas à en penser. Ils sont pas occupés à en penser, ils s'en balancent royalement, ils ont des esprits de groupe trop puissants, on n'ira pas demander leur opinion. Il va falloir qu'on demande l'opinion aux Amériques du Nord, au Canada, aux États-Unis, au Parti européen, à l'Union soviétique, au Japon, à la Chine, à certains pays qui ont de la puissance. Parce que lorsque le pays qui a de la puissance embarque, mais les pays qui n'ont pas de puissance, ben embarquent. Mais lorsque le pays qui n'a pas de puissance embarque, ben les pays qui ont de la puissance les démolissent. Alors, évidemment, ça va se passer dans les pays qui ont de la puissance. Dans une société qui serait libérée de l'esprit de groupe, comme tu dis, qui serait individualisée, c'est quoi le substrat ou la substance qui liera ces individus-là, puisqu'ils sont tous individuels? Si tu es individuel et que tu es intelligent, tu vois très bien l'importance, l'utilité, donc l'intelligence de la société. De vivre en société. Pas de vivre imbriqués uns sur les autres nécessairement, mais de vivre en relation avec les autres êtres humains. En tant qu'être humain. Moi, je vais vivre avec toi parce que j'ai une utilité que je vive avec toi. C'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et c'est important que ce soit bon pour les deux plans. D'ailleurs, la semaine prochaine, la conférence, je crois, c'est les échanges d'énergie. C'est juste là-dessus qu'on va parler. De qu'est-ce qui pourrait motiver un être humain à vivre avec d'autres sans psychologiquement être assujetti aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain devrait donner dans un certain moment et ne pas donner dans un autre moment? Recevoir dans un moment et ne pas recevoir dans un autre moment. C'est les échanges d'énergie. Et ça, c'est important parce que si cette loi d'échange d'énergie n'est pas respectée, ça crée des déséquilibres. Et ça, on en a plein sur la planète au niveau énergétique, au niveau financier, au niveau militaire, au niveau psychologique, au niveau éducatif, au niveau sur tous les niveaux. Alors donc, qu'est-ce qui va faire qu'un individu va vivre avec un autre? C'est qu'il va comprendre l'intelligence de l'échange d'énergie. De l'échange. Alors moi, je te donne, faut pas que ce soit dans le but de recevoir. Ben, je suis désolé, mais tu donnes, puis c'est faux que ce soit dans le but de recevoir. Ça fait que tu vas comprendre l'intelligence de vivre en société. Sinon, ben moi, je reçois, puis toi, faut pas que tu penses qu'il faut que je te remette.
Fait qu'on est 25, tout le monde me donne un peu, puis moi, je ne me donne à personne. Fait que moi, je fais rien, moi, je suis bien. Puis donner. Mais à un moment donné, il va falloir que ceux qui donnent s'écartent, parce qu'ils dilapident leur énergie. Il va falloir qu'ils instruisent celui qui reçoit à fonctionner de façon à avoir sa propre énergie. Et ça, c'est ce qui va faire en sorte que les hommes vont être capables, sans être assujettis collectivement, de travailler pour construire une société intelligente, de façon à ce que la société leur permette de se libérer pour s'améliorer eux autres. Et l'homme qui comprend l'intelligence de la relation, non pas qu'il est assujetti d'une relation parce qu'il est venu au monde dedans, parce qu'il a vraiment compris, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il dit qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais lui va être capable de vivre, la société va être intelligente quand l'homme va comprendre la relation. Avec un gouvernement tyrannique, n'arrive-t-on pas à une tour de Babel? C'est la question qui est demandée, Daniel. Bon, disons que la tour de Babel, c'est la destruction d'un gouvernement tyrannique, d'un gouvernement mondial. Disons que essayez continuellement de fouiller dans le passé pour essayer d'expliquer l'avenir. C'est ce que l'homme a toujours fait, et l'homme a toujours conçu son avenir en fonction des lignées tracées dans le passé. À un moment donné, l'homme va devoir éliminer le passé, se servir de son intelligence immédiate pour être capable de comprendre ce qui se passe présentement, pas juste observer ce qui se passe, mais comprendre ce qui se passe, et à partir de ce qu'il comprend, il devra déterminer, lui, l'homme intelligent, l'homme conséquentiel, celui qui est capable de connaître les conséquences de ses décisions, il devra déterminer ce qui doit être fait pour que, disons simplement, et ça c'est pas encore compris, on va revenir sur ce sujet-là, mais pourquoi évoluer? Pourquoi on évolue? J'ai déjà dit que l'homme évoluait parce que l'homme est écœuré de souffrir. Bon, ça c'est vrai, c'est ce qui motive l'humanité évoluante d'aujourd'hui puis de l'Antiquité. Mais est-ce qu'on peut se dire, ouais, mais dans le passé, l'homme évoluait pour telle raison, fait que dans l'avenir, merde le passé, dans l'avenir, l'homme change, l'homme a changé, l'homme évolue, même s'il semble repasser sur les mêmes points d'évolution de l'Antiquité, il est toujours sur un octave supérieur. Alors, on peut pas dire, tiens, je suis au-dessus de la maison que j'habitais quand j'étais petit, donc je suis dans la maison. Non, t'es au-dessus de la maison. T'es approximativement à la même place dans le temps et l'espace. L'espace, là, c'est pas infini, l'espace. Ça n'existe pas, l'espace. Fait que vu que ça n'existe pas, même si on pense que ça existe, veut pas, l'homme repasse toujours par la même place à un moment donné. Parce qu'il ne peut pas passer par d'autres places. Alors, ce qui fait que dans l'évolution cyclique des êtres évoluants, si on parle, par exemple, de l'âge de fer qu'on vit présentement, le Kali Yoga, on est dans l'âge de fer, on tombe dans l'âge d'or d'ici peu, de l'âge d'or, on passe dans l'âge d'argent, dans l'âge d'argent, on tombe dans l'âge d'airain, l'âge d'airain, on retombe dans l'âge de fer, un âge involuante, on tombe dans l'âge d'or. On passe pas par les mêmes schémas d'évolution, on passe par les mêmes terminologies d'évolution. Complètement différent. Alors, si on essaie continuellement d'expliquer ce qui se passe à partir du passé, ou ce qui va se passer à partir du passé, à partir de nos mémoires, c'est de faire fi continuellement de notre intelligence qui est conséquentielle, l'intelligence de l'homme nouveau, et de vouloir continuellement mettre de l'importance à notre intellectuance, à ce que nous savons. Et si l'homme n'arrive pas à développer, et ça se développe mal, tout croche, mais facilement et rapidement chez l'homme, la capacité d'être intelligent, pas d'être intellectuant. Si l'homme essaie continuellement de raisonner l'avenir à partir du passé, qu'est-ce qui peut raisonner? Certains vont dire, ben oui, mais il faut bien qu'on serve de l'expérience. Parfait. Tu peux parler comme ça à une maudite condition, c'est que toute l'expérience planétaire, tu la connaisses. Puis que tu puisses t'en servir tout de suite. Sinon, ton raisonnement, il vaut pas de la merde. Il est jamais bon. Qu'est-ce qui peut valoir ton raisonnement s'il te manque les 99% du passé planétaire? Tu dis, ouais, mais tel peuple a fait telle chose, ça je le sais, donc ça veut-tu dire que... Puis tout le reste que tu sais pas, mais tu t'en sers même pas pour juger le futur ou le présent. Mais ton raisonnement vaut rien. Tu peux pas valoir quelque chose. Parce que pour que ton raisonnement vaille quelque chose, si tu te sers du passé, faut que tu ailles en toi tout le passé planétaire. De tout le monde, sur tous les plans, matériel, vital, psychologique, mental, toutes les inventions, toutes les recherches, toutes les guerres, tout. Et là, je peux dire, connaissant le passé planétaire de A à Z, je peux dire que telle chose, c'est déjà passé, et ça s'est passé comme ça parce que ça.
Mais si je connais juste des bribes du passé, comment je peux dire un tel a fait ça puis ça donnait ça? Connais-tu tout à 100% le contexte de ce général, de tous ceux qui l'ont entouré, de tous ses ennemis, de tout ce qui s'est passé, des vents de l'époque, de qu'est-ce qu'il a fait que ces voiliers pour prendre la mer, de toutes les maladies, du chien qui a avec la rage qui a mordu un de ses sous-officiers puis qui en est hors? Connais-tu tout pour dire que présentement, nous faisons la même chose? Non. Alors donc, le passé, pour comprendre ce qui se passe présentement, ça sert à rien. C'est pas bon. Ça vaut rien. C'est une expérience, une éducation qui a permis à l'homme de cristalliser son ego, qui a permis à l'homme de se donner l'impression qu'il a des bases solides, qu'il a une certaine forme de sécurité. Ça a permis à l'homme de faire plusieurs choses. Ça a permis à l'homme de pouvoir, dans un cadre approximativement sécuritaire, de développer l'intellectuance qui lui permet de continuer à foncer vers l'avenir. Tout croche, en boitant, avec des chaises roulantes, ben des problèmes, mais ça n'a jamais permis à l'homme de régler son avenir. L'homme s'inquiète pour l'avenir, puis l'homme pense à l'avenir parce que l'homme s'inquiète pour l'avenir. Dans la majorité des cas. Ceux qui vont dire non, c'est pas vrai, je m'inquiète pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de raison de s'inquiéter. Mais si on leur ôte tout ce qu'ils ont dans le présent, ils vont s'inquiéter de l'avenir en maudit. La personne, lorsque l'homme devient intelligent, lorsque l'homme est capable de se dire, pas parce que dans le passé, c'est passé telle chose. Présentement, je suis assis dans ma chaise. C'est-tu intelligent, à un moment donné, de me lever et de m'en aller? Mais il y a un gars qui l'a fait, s'est fait tuer. Je suis resté dans ma chaise. Ça, c'est quand je prends le passé. Mais si j'ai pas connaissance qu'un gars s'est levé et s'est fait tuer, j'ai connaissance qu'un gars s'est levé et a gagné $1 million à la loterie, il va me dire, ben oui, c'est intelligent. C'est pas intelligent, c'est intellectuant. C'est faire référence à du passé pour savoir ce qu'on aura à faire. Ça, c'est d'être assujetti en vache aux mémoires du passé, à l'astral planétaire. C'est d'être assujetti au coton. Parce que je peux pas décider autrement qu'à partir de ce qu'on m'a inculqué comme éducation, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai fait. Je peux pas décider autrement. Impossible. Toutes les fois que j'ai vu un gars se lever, il s'est fait tuer, je reste assis. Mais tous les gars qui sont restés assis, qui sont morts, que t'as pas vu, t'influences pas eux autres, ben non, je les connais pas. Fait que ta décision, qu'est-ce qu'elle vaut? Faut que tu te dises, je suis assis, il y a tel contexte, pas si je m'en fous. Comment moi j'agis dans ce contexte? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est de commencer à développer chez l'homme l'intelligence. Pas l'intellectuance, l'intelligence. Je commence à essayer d'envisager des conséquences. M'a faire des erreurs, ça n'a aucune importance. La pire que m'a faire, elle va me tuer. Ça n'a pas plus d'importance parce que rester assis, puis rester assujetti au passé, va vous tuer pareil, si vous avez à mourir, puis ça va vous sauver, si vous allez être sauvé. Mais jamais vous allez savoir ce que vous faites. Puis la journée que vous développez l'intelligence conséquentielle, bien, chaque fois que vous allez prendre une décision, ça va être la bonne. Mais lorsqu'on est assujetti au passé, par notre expérience du passé, on ne sait jamais si c'est la bonne. On peut juste se permettre de penser, de croire que c'est la bonne, mais on ne le sait pas. Tant qu'on n'a pas abouti l'événement, tant qu'on n'a pas expérimenté l'événement, on ne le sait pas. Ce qui crée encore d'autres problèmes. J'ai réglé tel problème, fait que on n'a pas eu à souffrir. Qu'est-ce que t'en sais? Tu as gaspillé ton argent pour régler ça, mais si tu ne l'aurais pas gaspillé pour régler ça, le problème serait peut-être jamais apparu. Ben, c'est le même qui marche, là. Il n'est pas capable de savoir, même si un problème n'est pas expérimenté, que le problème aurait été. Vu que l'homme ne peut pas le savoir, ben l'homme, il se dit tout le temps, ben t'as fait ça pour rien. Ça, on le répète en masse de fois. Ou encore, après, ben t'aurais dû faire ça. Ben oui, maintenant qu'on l'a expérimenté, t'aurais dû. Puis si tu le fais, puis il n'y a pas de problème, ben t'as perdu ton temps. Tu t'en fais trop. Tu t'en fais ben trop. Ton fils, il se droguera pas. Il se drogue-tu, là? Non, arrête donc de t'en faire. Parfait. Quand il se droguera, tu t'en fous. C'est le même qu'on fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on se sert de notre expérience. Si moi, j'ai 5 enfants, dont 4 sont drogués, bien sûr que mon 5e va se droguer. Je suis pas assez intelligent pour voir dans son énergie qu'est-ce qu'il y a de l'air, pour voir le contexte dans lequel il est, c'est différent du contexte de mes autres fils, puis pour savoir s'il va le faire ou non. Je suis pas capable. Je vais me dire, mais les 4 l'ont fait, lui va le faire. À un moment donné, qu'est-ce qu'on faisait? On ôtait les amygdales à tout le monde. Pourquoi? Ben parce que c'était prouvé que l'amygdale, à un moment donné, elle s'enflammait, ça créait une amygdalite, ça l'a opéré. Fait que tant qu'à se faire opérer, on passe au cash. Chaque fois qu'une personne se faisait opérer, on y ôtait les amygdales. Jusqu'à un jour, on a découvert que c'était pas nécessaire, que c'était utile. À un moment donné, on faisait la circoncision aux hommes. À tout le monde, pas sans problème. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, les hommes souffraient de phimosis. Alors, la religion, à l'époque, a institué la circoncision
pour que l'homme ne soit pas stérile rendu une fois adulte et pour qu'il puisse procréer. C'était intelligent. Mais lorsqu'on a inventé le savon, les débarbouillettes, la propreté, c'était plus nécessaire. Ça va pas. On continue à chopper. Ça allait bien. Bon. Mais c'est tout ça qui se passe. Et tant que l'homme va s'évertuer à rester un homme piscéen et pas à être un homme nouveau, pas à essayer, quand je parle de l'homme, je parle de la femme, à essayer d'être conséquentiel, d'étudier pourquoi il prend cette décision-là. On prend toujours une décision parce qu'on pense que c'est la meilleure. Mais pourquoi qu'on pense que c'est la meilleure? On va rarement plus loin que ça. On n'est pas conséquentiel. Mais c'est parce que l'expérience me dit, mais lorsque une parcelle de l'événement change, puis que tu ne le sais pas, ton expérience est plus bonne. Tu as une faculté d'adaptation qui te permet de t'adapter aux parcelles différentes d'événements pour adapter ton expérience. Ça va. Mais lorsque ça change subitement, puis plus que tu pensais, t'es fait. Alors donc, le gouvernement tyrannique. Quand je parlais tout à l'heure de gouvernement tyrannique, je voulais bien dire que le gouvernement mondial, s'il serait instauré immédiatement, ça devrait être un gouvernement tyrannique. Parce que l'homme n'est pas conséquentiel. L'homme, il veut pas penser à demain, l'homme, il veut penser tout de suite. Si on parle de gouvernement conséquentiel, on commence, par exemple, par parler de santé. Ça coûte cher, la santé, parfait. Alors, on va éduquer la population à être en santé. La population veut pas. C'est-à-dire que la population veut, mais la population veut pas payer pour. La population, elle veut être en santé. Et pour être en santé, elle va dire, fournissez 20 fois plus de médecins, trouvez de nouveaux médicaments, fournissez-nous des cures, guérissez-nous, et nous allons être en santé. Voilà, c'est ça qu'on demande. C'est pas intelligent, c'est stupide. Parce que chaque individu reste assujetti à des médecins, à des techniques de cure, à des médicaments, à de l'expérimentation, à des erreurs. Hein? Sachant qu'au Canada, l'an dernier, il est mort autant de monde dans les hôpitaux suite à des opérations non nécessaires qu'il y en est mort dans les accidents d'automobile au Canada. Des opérations non nécessaires. Ben c'est ça. La population, elle demande des chirurgiens. On a des chirurgiens pour chirurgiens. Mais si on dirait, nous allons éduquer la population à être en santé. Ça veut dire qu'à partir de X temps, on interdit la cigarette, on interdit tout ce qui est nocif dans l'alimentation, le Coke, le 7-Up, le paquet de bebelles. On interdit tout ce qui est nocif, puis on met sur le marché des choses qui sont bonnes. C'est moins bon au goût, on s'en fout. C'est pas le goût qu'on veut éduquer, il est suffisamment éduqué, le goût. Tellement éduqué qu'on est capable d'épicer des viandes qui sont avariées, puis on peut manger puis on les trouve bonnes. On n'est pas capable de savoir avec notre goût si la viande est bonne ou pas bonne. On n'est même pas capable, on fume pour la première fois puis on s'étouffe. Mais on s'habitue. On prend de l'alcool, ça nous brûle la gorge, mais on s'habitue. Et on a un bon goût qui est développé en tabarouette, c'est super. Alors, à un moment donné, on décide pour l'homme qui est incapable ce qui est bon pour lui. Mais on sait ce qui est bon pour lui. Puis l'homme, il pourra pas dire que c'est faux, il va dire c'est vrai. Mais j'ai mon droit de choisir. La liberté du choix, c'est quoi? Mais quand le gouvernement a obligé l'homme à s'attacher après son banc, quand le gouvernement a obligé les hommes à mettre un casque quand ils embarquaient sur une moto, on a rouspété. La liberté de mourir, on n'a pas le droit de l'avoir. J'ai pas le droit de rentrer dans un char puis tuer quelqu'un. J'ai pas le droit, ça. Mais le gouvernement a décidé pour le peuple, puis il a dit, vous avez le droit de vous tuer. On a fait des métros pour ça. Bon, c'est pas pour ça, mais enfin, faut nous en servir. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous n'irez plus vous tuer dans vos chars, moins souvent, en tout cas, disons qu'on essaye lentement de restreindre. Et puis l'homme ne comprend pas. On a encore des personnes qui s'attachent pas parce qu'ils ont un orgueil qui dit que je suis libre. T'es libre. Je sais, j'ai été ambulancé 50 ans. J'en ai ramassé du monde libre dans le camion d'un autre, dans le fossé, et vers sur un poteau. Il était libre. Libre, ils ont partout ouvert comme les oiseaux. C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'arrêt brusque. Ça, on le sait, c'est prouvé. Bon. Quand son mort est en paix dans un mur, il était libre, il était mort, il était libre. Très bon, très orgueilleux. Alors, des cervelles d'orgueilleux, on l'a ramassé. Mais lorsque le gouvernement a obligé le port de la ceinture parce que le gouvernement payait. C'est pour ça qu'il l'a fait, parce qu'il payait. Le ministre était peut-être humain, peut-être qu'il a compris, mais ça a pas assez parce que le gouvernement qui payait pour sauver de l'argent n'attachant le monde après le vent. Ça créait de l'emploi, on a fabriqué de nouveaux ceintures. Bon. C'était économique. C'était même écologique, c'était intelligent, c'était tyrannique. On a chiolé en masse. Présentement,
il y a autant d'accidents. Il y a beaucoup moins de mortalité, puis il y a beaucoup moins de blessures graves. Il y en a qui se plaignent, je me suis cassé la clavicule à cause de ma ceinture. C'est vrai, pas de ceinture, t'auras rien eu. 5 000 $ de plus, pas de ceinture, tu te tuais, fait que ta ceinture, t'avais toujours une fracture de la clavicule, le reste à la bain, par exemple. Hein? On a un humoriste qui l'a déjà dit. Il y a un gars qui est mort, il était attaché. S'il n'aurait pas eu sa ceinture, il serait pas mort. Donc, c'est une raison pour dire que ta ceinture tue. Un jour, il y a un gars qui est sauté en parachute. Le parachute s'est pas ouvert. Il est arrivé en bas et il s'est pas tué. Ça veut dire que sauter pas de parachute, ça nous permet d'être vivant. Puis il y a un gars qui a sauté, son parachute s'est ouvert et il s'est tué. Sauter avec un parachute, ça tue. C'est la même chose. Fait que la ceinture, elle en a tué un, ben le gars il a sauté avec un parachute puis il est mort. Le parachute, ça tue. Tu sautes pas de parachute, t'es vivant. Puis il roule pas de ceinture, t'es vivant. Bon, ça c'est la logique humaine, c'est la logique de l'expérience. Mon chum, moi, il est tombé dans un ravin, c'était plein d'eau, puis il est mort noyé parce qu'il est resté attaché. Fait que l'expérience du passé enseigne à l'homme que la ceinture est pas bonne. C'est évident. Parce que quand t'es vivant, pis que t'as ta ceinture, tu peux-tu dire que c'est ta ceinture qui t'a sauvé la vie? Ben non. Qu'est-ce qui dit que pas de ceinture, je serais pas mort? Rien. C'est ça qui est le problème d'expérience de l'homme. Il aurait eu besoin d'expérimenter la mort pour dire qu'effectivement, la ceinture l'aurait sauvé. Mais vu qu'il est vivant, il sait pas si c'est à cause de la ceinture ou à cause de son habilité à se tenir dans le volant. Il sait pas. Fait que l'homme a besoin de l'expérience. Puis tant qu'on va se baser sur l'expérience du passé pour déterminer si on est intelligent ou non, on va être intellectuellement, on va être des fous, c'est des imbéciles. Là, on va avoir besoin d'un gouvernement divin pour venir diriger la planète au nom de l'homme, d'un gouvernement extraplanétaire ou de n'importe quoi. Mais effectivement, présentement, l'homme aurait besoin d'un gouvernement tyrannique parce que l'homme le sait, mais l'homme n'a pas la volonté d'appliquer ce savoir. L'homme a la volonté de se laisser appliquer. L'homme a la volonté de se laisser régir par ses émotions, par ce qui se fait chez les autres. J'embarque dans mon char, ben ma ceinture, lui, il la met pas, puis il a l'air tough. Fait que j'ôte ma ceinture. Puis quand on a un accident, ben la place du mort est là, le tough, il est mort. Il a toujours l'air tough, mais c'est plus laid. Ça pue. Il mange mal. Alors, ce qui fait que si on regarde le gouvernement, on parle de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est lorsque on a voulu bâtir une immense tour pour aller rejoindre Dieu. Et pour punir l'homme, la tour a été démolie et l'homme a perdu le langage qu'il avait, qui, à l'époque, si on regarde au niveau de la Bible, c'est quelque chose. La Bible, elle relate des faits historiques, colorés, pour permettre à ces faits d'être conservés par une collectivité religieuse, pour ne pas que celle-ci les déforme trop et les élimine complètement. Parce que c'est l'apanage de l'homme, lorsqu'il a une idée morale, de démolir. On a démoli des livres, le Reich, le Troisième Reich a fait brûler des bibliothèques complètes. Alexandrie est passée au feu. On aime démolir, pour éliminer. Alors, en colorant de l'information, en rentrant dans une religion, puis en le laissant flotter là-dedans, ça se conserve dans le temps. Lorsque l'homme a été de plus en plus densifié, je vous fais fi des continents et des traditions ésotériques, il a perdu la faculté d'être télépathe. Il a fallu qu'il parle. Puis lorsque l'homme a commencé à parler, c'est pas parce que l'homme voulait aller rejoindre Dieu. C'est pas parce que l'homme s'est pris pour Dieu. C'est parce que l'ego de l'homme s'est pris pour un manipulateur puissant. Et se densifiant, il a fini par perdre la possibilité d'être télépathe, donc il a perdu le langage universel. Et donc, il a dû développer ses cordes vocales, il a dû développer son chakra laryngé, et il a commencé à parler. Mais évidemment, si nous sommes ensemble, nous parlons, nous faisons fabriquer des conventions, et on va arriver à s'entendre. Mais si toi tu restes à l'autre bout, ben non, à 50 000 de moi, puis on se voit pas de téléphone à l'époque, ben t'inventes d'autres conventions. Puis quand on se rencontre, on est plus télépathe. On a deux langues différentes. C'est pas la même chose qui va se passer dans un gouvernement mondial, parce que l'homme ait un langage universel sur la planète ou non, l'homme a un cerveau pour apprendre des langues. C'est le cerveau qui est le langage universel, c'est pas le centre laryngé. Le centre laryngé, c'est quelque chose, mais le cerveau de l'homme peut atteindre ce langage universel. Il peut redevenir télépathe. Une télépathie mentale qui va permettre à l'homme d'avoir un échange instantané. Mais c'est pas une langue orale. Une langue vibratoire, possiblement. Une langue cérébrale, possiblement. Pas une langue vibratoire. Alors, ce qui fait que si on a un gouvernement mondial, premièrement, on ne doit pas le critiquer en fonction du passé. Il n'y a jamais eu de gouvernement mondial. Il y a eu des régisseurs qui ont régi l'homme planétairement. Il y a eu les forces géoviques, Jéhovah entre autres, qui a été un organe pour instaurer des lois sur la planète. Donc, c'est un tyran, Jéhovah.
C'est un être lunaire, c'est un être qui a évolué dans le contexte, disons, galactique, et qui a eu comme fonction d'instaurer des lois sur la planète. Il a instauré des lois. Certains maintenant se vouent à Jéhovah, d'autres se vouent à Yahvé, d'autres se vouent à l'islam, d'autres se vouent à d'autres choses. Mais ce contexte de loi, ce contexte légal était essentiel. C'est un contexte tyrannique. Mais aujourd'hui, l'homme, et en passant à Jéhovah, est un être relié à l'homme. Aujourd'hui, l'homme est capable de comprendre ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Mais il ne faut pas que l'homme essaie de comprendre à partir de ce qu'il n'a pas pu faire. Il faut que l'homme s'assoie, puis que l'homme observe, que l'homme, de par son observation, comprenne ce qui se passe. Là, suite. Pas à partir de ce qui s'est passé. Suite, là. Puis quand l'homme comprend ce qui se passe là, l'homme peut dire est-ce que c'est correct ou non. Pas à partir du bien et du mal. Pas à partir de son fichier d'éducation, parce que là, l'homme, il se leurre, l'homme, il se fourre. L'homme est encore trompé par le passé. Et c'est de l'avenir qu'il faut aller, pas dans le passé. Puis pas continuellement essayer de transposer notre sécurité du passé dans l'avenir pour se sentir bien. Alors, si on parle de gouvernement mondial, on ne peut pas l'aborder à partir de ce qui s'est passé. À partir d'Adolf Hitler, à partir du Troisième Reich. Ce qu'Adolf a fait, c'est zéro. Cela devait être fait parce que cela a obligé l'homme à se mélanger au niveau des races. Ce que l'homme ne voulait pas faire. L'homme était raciste. L'homme est encore raciste. Mais l'homme, il est fourré en maudit. L'homme, il est bien plus perdu aujourd'hui. L'homme, il est bien plus ramassé. Parce que l'homme, il est raciste, mais il peut plus dire, c'est ce peuple que je n'aime pas. Maintenant, l'homme est obligé de dire, c'est celui-là que j'aime pas. Parce que les races que t'aimes pas, ben, tes voisins en font partie, maintenant. Le juif que t'haïs, il y en a dans ta rue. Le noir que t'aimes pas, il y en a dans ta rue. Il y en a même dans ton bloc. Alors, ça a été extrêmement bon parce que ça a forcé l'homme à briser des capsules de nationalisme en obligeant, et ça c'est l'Amérique qui en est le premier, qui a resplendi le premier de sa planète, l'Amérique qui a été construite par toutes les races. Et l'homme aujourd'hui est obligé de perdre ce racisme. Il le cultive encore parce qu'il s'attache à son passé. Bon, dernièrement, j'ai un de mes amis, d'ailleurs c'est un ami très proche, c'est mon frère, qui a rencontré un juif. Et ce juif déteste l'Allemagne. Pouvoir le faire, il irait exterminer les Allemands. Et que reste-t-il des Allemands qui ont fait la guerre? Pas grand-chose. Ça n'a aucune importance. Mais les enfants allemands qui vivent aujourd'hui, ils nous tueraient toutes. C'est des Allemands. Mais c'est ça. Il se fie à l'expérience du passé. Il se fie, et son raisonnement, il est bon. Il est bon par rapport à son point de vue. Et tant que l'homme va raisonner à partir du passé, à partir de l'ignorance qu'il a des mécanismes du passé, l'homme pense qu'il raisonne à partir de ce qu'il connaît. L'homme, il raisonne en réalité à partir de ce qu'il ne connaît pas. Parce que c'est tout ce qu'il ignore qui ne vient pas colorer sa décision. Et si l'homme connaîtrait tout le passé, il serait bien différent. Parce que le juif qui déteste tous les Allemands ne connaît rien de l'Allemagne. Il ne connaît rien de ce qui a motivé l'Allemagne. Il ne connaît rien du sionisme. Il ne connaît rien de tout ce qui s'est passé dans l'Antiquité. Il ne connaît rien de toutes ces religions qui ont barbarement converti les autres par la force. Il ne connaît rien de rien. Il ne connaît que ce que l'histoire, que la propagande sioniste, que ce qu'il connaît. Et tout le reste, il ne le connaît pas. Et au nom de ce qu'il connaît, il dit que l'avenir devrait être telle chose. Imaginez-vous qu'on n'est pas fort. Quand je vous dis que vous êtes assis sur vos chaises, et vous avez un jour une décision à prendre, pourquoi on doit toujours se référer au passé? C'est parce que vous refusez de vivre ce que vous êtes. Vous refusez d'être des êtres intelligents. Et automatiquement, vous n'êtes pas des êtres intelligents. Qui êtes-vous? Qui suis-je pour? Ben, vous êtes suffisamment puissant pour le faire, mais vous êtes trop con, souvent, pour admettre que vous êtes puissant pour le faire. L'homme n'est pas un imbécile. L'homme n'a pas besoin d'un gouvernement extraplanétaire. L'homme n'a pas besoin d'un gouvernement divin. L'homme est suffisamment capable de le faire. Sauf que l'homme préfère se dire, ben, mais j'ai pas l'éducation, j'ai pas l'expérience. D'un coup, je me tromperais. Ben, trompe-toi donc. Tant qu'à te fier à l'expérience trompeuse des autres, ben, fie-toi au moins à la tienne. Puis quand tu vas être capable de t'asseoir puis de regarder ce qui se passe, puis d'essayer de prendre des bribes d'informations dans l'avenir ou dans le présent, pour pouvoir déterminer une lignée dans l'avenir de ce qui devrait être fait, tu vas être intelligent. Puis ça se cultive tout seul, vous avez rien qu'à le faire.
C'est facile. Alors donc, prendre le passé pour essayer de déterminer ce que pourrait être un gouvernement mondial, c'est pas juste. C'est pas correct, c'est de décolorer, c'est de dénaturer une possibilité qu'a l'homme. Dans le passé, l'homme ne se prenait pas en main individuellement. Alors, ne prenez pas ce qui s'est passé dans le passé, où l'homme était réellement assujetti à une collectivité, pour savoir, pour comprendre comment l'homme va vivre lorsque l'homme va être individuel. Un gouvernement tyrannique mondial, comme il va en avoir un dans l'avenir, ne sera pas tyrannique. J'ai bien dit qu'il serait tyrannique si on l'instaurerait aujourd'hui. Il ne sera tyrannique. Il ne sera pas tyrannique pantoute, parce qu'il sera suffisamment vicieux pour faire croire à ceux qu'il gère qu'il est d'accord avec ce que les autres veulent. Puis il sera suffisamment propagandiste pour convaincre l'homme que ce qui est pas bon pour lui est pas bon pour lui. Puis ça, il sera suffisamment hypocrite pour convaincre l'homme que ce qui est bon pour lui est bon pour lui. C'est ça qu'il va faire, le gouvernement mondial. Il sera pas tyrannique. Il n'ira pas avec un arme à feu dire ton bol de pinot que tu prends est pas bon. Il y a du sulfure de calcium dedans. T'en prends plus, sinon je te tue. C'est pas ça un gouvernement mondial intelligent. Ça pas tout. Mais lentement, il va trouver des mécanismes économiques qui vont permettre à la compagnie qui met du sulfure de machin chouette dedans parce que le bol de pinot il a un meilleur goût. Il va trouver des mécanismes économiques qui vont permettre à ce bonhomme-là de ne plus en mettre. Parce que la population, lorsqu'elle va décider qu'elle achète plus des choses mauvaises, ben le gars ne vendra plus de bol de pinot. Il va falloir qu'il se transforme. Ça, c'est la collectivité, c'est l'homme, c'est vous autres qui avez ce pouvoir-là, un pouvoir, une puissance incroyable, une puissance terrible, et qu'on ne veut pas, on veut pas vous instruire que vous avez cette puissance-là pour la simple raison qu'elle est trop forte, la puissance. Alors, si un jour vous avez des... Qu'est-ce que c'est d'être intelligent? Mais c'est facile, c'est simple, c'est trop simple, mais c'est simple. Regardez simplement ce qui se passe dans votre alimentation chez vous. C'est terre à terre, commençons terre à terre, parce que c'est ça qui vous permet de réfléchir, c'est comment vous êtes nourri. Ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon? Certains vont dire, ouais, mais un jour, la science dit que c'est pas bon, puis 2 ans après, la science dit que c'est bon. Je le sais, c'est évident. Mais c'est pas grave. Permettez-vous ce genre d'erreur. Permettez-vous-le. Puis plus il y aura de monde dans la société qui va permettre ce genre d'erreur, mais moins ça va coûter cher à l'individu qui va vivre l'erreur. Alors vous regardez et vous éliminez tout ce qui n'est pas bon. Faites rien que faire ça quand vous rentrez chez vous, là, puis commencez à diviser votre garde-robe alimentaire en 2. Ce qui, officiel, est bon pour la santé, et ce qui est douteux ou pas bon pantoute. Facile d'être intelligent. Agissez en fonction de ça. Puis là, vous allez découvrir c'est quoi l'astral, puis c'est quoi la manipulation, parce qu'il y a des choses que vous allez dire, bon, de temps en temps, un petit luxe, hein, c'est pas grave. Puis ça, ben ça, c'est 15,95 le bocal. Je sais pas pour le jeter. Puis ça, ben checkez bien, vous allez découvrir c'est quoi la manipulation, puis qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'intelligence ou d'intellectuance. Là, vous allez raisonner pour trouver une excuse à ce qui est pas bon. Puis l'intelligence n'est jamais diplomate. Il y a seulement la psychologie qui est diplomate. Elle va dire, mais ça, c'est pas si grave, ça, c'est moins bon, puis vous allez voir, il n'y aura pas grand-chose, en fin de compte, qui sera pas bon. Quand, au départ, ben, des choses, c'était pas bonnes. Puis regardez tout votre plan de vie, présentement. Faites juste, c'est pas compliqué, ça casse pas la tête. Ça casse pas la tête. Faites-le de temps en temps. Vous savez qu'on a une tradition au Québec qui est une tradition, fait qu'on la fait par tradition, on la fait pas parce que c'est intelligent, parce qu'on comprend quelque chose, qui fait qu'au jour de l'an, on prend des résolutions. Et le 5 de l'an, on les oublie. Ça fait partie de la tradition. C'est traditionnel d'en prendre et de les oublier. Puis on peut se permettre d'en prendre parce qu'on sait qu'on n'est pas tenu des maintenir. Soyez intelligent 5 secondes dans votre plan de vie, dans n'importe quoi. Continuellement. C'est pas nécessaire de voir ce que le voisin fait. Vous êtes capable de savoir. Vous êtes capable de vous asseoir, de regarder, d'observer, de ramasser de l'information. Je devrais-tu acheter un chat ou un chien? Mais observez. Puis si vous vous trompez, ben vous vous tromperez. Puis vous retournerez le chat puis le chien, puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça. Mais si vous allez voir la voisine pour savoir
Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Mais si vos 3 voisins en ont eu puis ont eu des problèmes, vous n'en aurez pas. Puis si vos 3 voisins en ont eu puis adorent ça, vous allez en avoir un. Fait qu'est-ce que vous allez avoir pris une décision réelle ou non? Vous n'aurez rien pris comme décision. Ça dépend juste des informations que vous allez aller chercher. C'est juste ça, ça va dépendre. Mais vous êtes capable de vous asseoir sur votre fauteuil si vous en avez un. Et puis de réfléchir, d'étudier, de regarder les conséquences. Certains hommes vont dire c'est trop long, c'est trop fatigant, ça prend trop d'énergie. Ben c'est pas vrai. Ça en prend au début parce que l'homme n'est pas habitué. Mais à un moment donné, ça devient facile, ça devient sine qua non pour l'homme, pour que l'homme fasse quelque chose. Alors le gouvernement mondial, il ne sera pas tyrannique, il serait tyrannique présentement si on l'instaurerait. Il serait en guerre contre l'homme, mais il va... C'est peut-être pour reprendre le contrôle de ce corps désordonné. Alors, si on place une tête sur un corps pas de tête, le corps, on connaît ça en médecine, va refuser la greffe, il va lutter, il va la détruire, la greffe. C'est ce que tout à l'heure je vous disais, si on prend un gouvernement présentement intelligent et qu'on l'instaure dans un contexte social, au Québec, au Canada ou sur la planète, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que le gouvernement ait une force militaire extrêmement puissante. Donc, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas écologique. On n'est pas pour commencer à tuer l'homme au nom de l'intelligence humaine. Ça n'a aucun sens. C'est pas intelligent, c'est stupide. Ça, c'est de la morale. Ça, on peut devenir fanatique là-dedans. On peut décider qu'au nom de l'intelligence, on tue l'homme. Comme on peut dire qu'au nom de la vie humaine, on tue l'homme. Bon, ça, on en a fait souvent. On a vécu cette expérience-là souvent. Et à un moment donné, oublions-la, faisons-le pas, mais commençons à être intelligent. On n'a pas besoin de savoir qu'on l'a fait ou pas la refaire. C'est-tu intelligent de le faire? Non. Que ça ait été fait ou pas, on s'en fout de passer. On n'en a pas besoin. Alors donc, si on prend... Présentement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le peuple, le corps qui parle, que la personne parle, ce corps devra créer une tête. Il n'y a pas de tête qui va apparaître sur le corps tant que le corps n'aura pas créé une tête. Tant que le peuple d'un pays ne sera pas suffisamment conséquentiel, ne sera pas suffisamment intelligent, il ne pourra pas avoir de gouvernement intelligent. Le gouvernement est placé là par le peuple. Et si on a un gouvernement dictatorial qui renverse la place, qui renverse le gouvernement en place et qui s'instaure, ça marchera pas non plus. Parce qu'on a, ça marche dans les pays sous-développés, mais quel gouvernement intelligent va aller se placer au Bangladesh? Il n'y a rien à faire au Bangladesh. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas remonter le peuple parce qu'il n'y a rien pour le faire. Un gouvernement intelligent devrait se placer dans un endroit où il y a de la puissance. Parce que le contexte planétaire va être amélioré par la puissance, c'est-à-dire par ceux qui ont de l'énergie. Pas de l'énergie pétrolière, de l'énergie totale, mentale, vitale, matérielle, toutes les formes d'énergie. Ou ce qui est de la puissance. Pas de la puissance égoïque, de la puissance réelle. Alors donc, si présentement ici on a un gouvernement qui bouleverse le gouvernement canadien, un gouvernement militaire qui prend la place, bien on est suffisamment énergisé dans notre expérience, dans notre liberté illusoire potentielle, qu'on va nous-mêmes créer une guérilla, on va renverser le gouvernement dessus. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas, et ça ne se fera pas comme ça, on ne peut pas imposer à l'homme un gouvernement mondial, on ne peut pas imposer à l'homme un gouvernement intelligent, il va falloir que la Terre se prépare. Que ce soit l'Apocalypse qui prépare la Terre, que ce soit l'homme qui, par son intelligence, prépare la Terre, que ce soit des cataclysmes, que ce soit ce que vous voudrez. Mais présentement, l'homme n'est pas prêt à ce qu'on instaure un gouvernement mondial, ça c'est évident, et l'homme n'est pas prêt à ce qu'on instaure un gouvernement intelligent. Ça va se faire. Vous avez juste l'homme, la collectivité, l'homme individuel a juste à s'asseoir chez lui, sur ses fesses dans sa chaise. Pas ses fesses d'un autre. Bon, c'est pas ses fesses d'un autre, mais pour réfléchir, c'est sa nuit. Il s'assoit sur ses fesses, dans son corps, il est lui-même, et lui-même observe ce qui se passe dans sa vie, et lui-même essaie de voir pourquoi ça se passe dans sa vie. Il va voir que c'est un peu à cause des autres. Mais à cause des autres, c'est l'écosystème dans lequel il vit. C'est le système écologique dans lequel il vit. Et il ne peut pas dire c'est la faute de l'autre. Il peut dire que l'autre agit comme ça parce que c'est ce qu'il fait, puis moi, je n'ai pas prévu qu'il était pour le faire. Et en fonction de ce qu'il fait, je vais agir d'une telle manière. Regardez simplement. Combien de personnes parmi vous, de temps en temps, prennent des voyages avec quelqu'un d'autre? Ou font des affaires avec quelqu'un? Ou sortent avec quelqu'un, ou couchent avec quelqu'un, ou font quelque chose avec quelqu'un, et qui après disent, elle n'a pas changé.
où il n'a pas changé, il est toujours pareil. Tous les fois que je voyage avec, c'est la crise, c'est la chicane. Tous les fois que je couche avec, dans le même matin, c'est ici, c'est ça, il me demande en mariage. Il n'a pas changé. Donc, on chiale. Mais vous le connaissez, cet individu-là. Si vous faites une relation avec un voyage en affaires, en amour, n'importe quoi, vous le connaissez, le contrat que vous prenez avec. Pourquoi vous chiolez après que lui a respecté son contrat? Si vous voyagez avec quelqu'un, puis tous les fois, vous arrivez dans un autre pays, à pogner les touristop, et vous aimez pas ça, mais voyagez plus avec. Chiolez pas qu'elle change pas. Vous le savez d'avance qu'elle a ça. Puis vous prenez, puis vous y allez, puis après ça, vous l'engueulez. Ben, c'est ça que l'homme, c'est même que l'homme fonctionne. On s'allie avec un parti alors qu'on connaît le parti et on espère qu'il ne fera pas comme d'habitude. C'est bien qu'on marche. On espère. Mais si l'homme s'assoit dans sa chaise, il ne dira pas c'est à cause de lui que je suis malheureux. Non. Tu sais comment il est, tu veux voyager avec, ben tu sais qu'est-ce qui va se passer. Mais prévois-le comme du monde, tu n'auras pas à chialer si ça se passe, c'est convenu. Tu vas dire, bon, parfait, là, il commence à critiquer, à chialer, et c'est tabarnouche. Hein? J'avais prévu, c'est bon. Puis là, vous pouvez prévoir quelque chose pour lui expliquer. Là, vous pouvez être conséquentiel. Et vous ne serez pas malheureux parce que c'est crime. Vous avez raison. Mais tant que l'homme s'évertue continuellement à espérer que l'autre va changer, selon ce que ses goûts à lui, selon ce qu'il veut, il n'est pas conséquentiel. Alors donc, on ne peut pas placer un gouvernement conséquentiel sur un peuple qui ne l'est pas, c'est impossible. C'est impossible, ça ne se fait pas. Il va falloir que le peuple mute. Qu'il y ait une mutation du corps pour qu'une tête apparaisse. Et la tête ne sera pas un gouvernement comme on le conçoit, ça va être un gouvernement qui va surtout servir à coordonner des efforts, à coordonner des travaux, parce que le peuple intelligent va savoir ce qu'il a à faire, va savoir pourquoi il faut le faire. On n'aura pas besoin de police pour dire à quelqu'un qu'il doit faire quelque chose. Il y a une seule intelligence, il y a une seule écologie, il n'y en a pas 50, il y en a une. Puis il y a une diversité dans le reste. Présentement, on est dans le reste. Et on ne peut pas obliger l'homme qui ne peut pas comprendre l'écologie. Imaginez-vous, moi j'ai connu quelqu'un qui avait un chalet dans le bois, en plein bois, et qui avait un poêle à bois. Et c'était son malheur. Alors, il sortait de temps en temps, l'hiver, et il allait couper l'arbre dans sa cour, l'autre arbre là, l'autre arbre là, l'autre arbre là, c'est vrai ce que je vous compte là. Et aujourd'hui, il a un chalet, puis il n'y a plus d'arbres. Puis il ne va plus à son chalet parce qu'il est paresseux. C'est pour ça qu'il coupe les arbres dans sa cour. Mais comme il n'y a plus d'arbres dans sa cour, les autres arbres sont trop loin, ben, il tient pas à les couper là-bas, il va traîner jusque-là. Fait que là, il cherche une terre pour se bâtir un autre chalet. Il trouve que c'est conséquentiel, c'est intelligent, c'est logique. Mais c'est pas conséquentiel. C'est conséquentiel dans son petit monde de lui, où si lui est capable de faire fi de l'écosystème extérieur, ce qui est stupide, ben là, il va dire c'est correct. Moi, j'ai de l'argent, j'achète un chalet, je coupe mes arbres. Plus d'arbres à couper, ça sera trop loin, pas de problème. Je déménage, je vends mon chalet, je m'achète un autre chalet, je coupe mes arbres, puis quand j'ai plus d'arbres, je déménage. Le gars, il se trouve conséquentiel, il se trouve intelligent. Mais c'est pas intelligent parce que le gars vit en faisant fi de l'extérieur, des autres hommes. Si tout le monde fait ça, il n'y en a plus. Le gars va dire, ouais, mais tout le monde ne le fait pas, puis il y a même des nègres qui plantent des arbres, qui reboisent. Alors pourquoi je m'en ferais? C'est sûr que si on pense de même, il n'y a pas de problème. On continue à vivre dans le charabia, dans le mélange, dans le chaos, c'est même le cas de le dire, pour la simple raison que on se permet d'avoir différentes raisons, différentes idées raisonnables, différentes intellectuances qu'on ose appeler intelligence. On a différentes raisons. On a différents points de vue et au nom de la liberté de l'homme, de l'ego dans l'homme, pas la liberté de la planète, pas la liberté des insectes, pas la liberté des oiseaux, pas la liberté des montagnes, pas la liberté des richesses, non, aucune liberté. Au nom de la liberté des désirs émotifs de l'homme, au nom de la liberté des peurs émotives de l'homme, au nom de tout ça. C'est qu'au nom de tout ça qu'on travaille, qu'on évolue. Au nom des peurs de l'homme, au nom de ses désirs psychologiques. On a fait des guerres au nom de la liberté. La liberté dans l'homme. J'ai peur que l'autre m'attaque. Je veux rester libre. Je le tue. C'est pour ça qu'on parle de liberté. Mais ça, c'est pas de l'écologie. Et si l'homme est écologique, l'homme est obligé de raisonner en fonction de l'extérieur. Je veux être libre, je veux traverser la rue quand ça me tente. Traverse-la. Puis un jour, ben, tu ne traverseras plus. À force de passer, ça va te passer. Bien fort, pour t'avoir arrêté. L'homme doit faire attention à l'écologie et il ne doit pas bouleverser l'écologie en fonction de ses désirs, il doit bouleverser l'écologie en fonction de tout ce qui fait partie de l'écologie. J'améliore tout
ou je touche à rien. Mais ça, le gouvernement mondial, le gouvernement intelligent, c'est ce qu'il va faire. Il va tout améliorer ou il va toucher à rien. Il apparaîtra pas. Alors, il ne rentrera pas en guerre contre des pays. Il n'ira pas tout démolir. Parce que là, il n'ira pas prendre le désert du Sahara pour en faire un jardin et un Éden. L'homme voit les déserts et l'homme se dit, on devrait avoir un paradis terrestre dans ces déserts. C'est bien correct. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le désert, c'est une grande, grande plateforme jaune qui est chaude. Et si c'est chaud, ben ça chauffe l'air. Puis si ça chauffe l'air, ben l'air chaud monte. Puis si l'air chaud monte, ben l'air froid vient. Puis si l'air froid vient, ça crée des vents. Puis si ça crée des vents, ça crée aussi une espèce de climat. Sur la planète Terre, ça l'aide. Il y a d'autres choses qui créent ça. Mais il y a tellement de choses, puis présentement, l'homme a toutes ces connaissances-là. Alors l'homme, s'il réfléchit en fonction de la société planétaire, au lieu de réfléchir en fonction de lui-même ou de sa gang, ben, il n'y aura aucun problème. Puis vous êtes capable d'être intelligent. L'homme est capable. Il y a un germe au Québec surtout. L'homme est capable de s'asseoir puis de regarder en fonction de ce qu'il veut puis de ce qu'il veut pas. Mais présentement, l'homme le fait pas. L'homme fait 3 quarts ce qu'il veut pas puis 1 quart ce qu'il veut. Puis ça encore, c'est quand ça va bien. Ici, il est demandé si le gouvernement mondial sera-t-il modifié ou changé par la venue du Christ. Bon. La venue du Christ, ça peut être interprété de bien des façons. Une façon qui me plaît, pour répondre à la question, le Christ, c'est une énergie christique. Et la personne qui est investie de l'énergie christique est un Christ. Comme nous dit André, c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Ceux qui font mal, c'est des Christ, puis ceux qui font bien, c'est des bons diables. Mais alors donc, on a eu à un moment donné un être, Jésus, le Nazaréen, qui a été investi de l'énergie christique. Il est donc devenu le Christ. Et lorsqu'il est devenu le Christ, c'était le temps qu'il commence à s'occuper des choses de son Père, ce qu'il a dit. Mais avant ça, c'était pas le temps. Il connaissait l'énergie christique, l'énergie qui peut être appelée l'énergie sacramentale présentement. Et lorsqu'il a été investi de cette énergie christique, il a commencé à faire les choses de son Père. Les choses de son Père, il s'adressait évidemment à une collectivité qui avait besoin d'un Père. Le retour du Christ, c'est surtout la réapparition de l'énergie christique sur la planète Terre. Et non pas un être biologique qui va s'en venir et qui va pouvoir dire « Je suis le corps du Christ ». On aura un corps biologique qui pourra dire « Je suis le Christ ». Mais on n'aura pas un corps biologique qui va dire « Je suis le corps du Christ ». Pas le corps de l'ancien temps. Maintenant, il y a une chose qui est importante, et les religions ont mis en garde l'homme sur tous les faux prophètes, sur tous les faux Christ. Surtout les Christ de Christ. Mais il se trouve aussi que ces religions qui ont aidé l'homme à évoluer vont tout faire pour empêcher l'homme d'aboutir. Et là, je veux sauter un peu là-dessus ce soir, étant donné qu'on n'aura pas le temps, disons, de trop l'élaborer. Et malgré que le disant comme ça, sans l'élaborer, ça peut permettre à différentes personnes de penser bien des choses. Mais il n'y aura pas un retour de Christ, il y aura le retour de l'État christique sur la planète Terre, et il y aura immensément d'êtres humains qui seront investis de l'énergie du Christ, de l'énergie christique, pour être plus précis. Alors, ce qui fait que le gouvernement mondial va être un gouvernement régi par l'énergie de l'intelligence active, l'énergie, disons, christique. Ce sera un gouvernement qui sera régi par l'énergie christique. Est-ce que le magistrat suprême sera Jésus-Christ? Ben, il n'y aura pas de magistrat suprême. Il n'y aura pas besoin de magistrat suprême. C'est pas nécessaire. Alors, le gouvernement mondial va être instauré par l'énergie christique sur le plan planétaire. Ce ne sera pas un gouvernement, il sera humain. Parce que faites bien attention que l'homme est quelque chose de supérieur à ce qu'il croit et que l'homme n'a pas Dieu en lui, mais que l'homme est un Dieu. Présentement, l'homme est un esclave. L'homme va devenir un dieu pour ce qui présentement l'esclavagie. Les dieux de l'homme vont un jour servir l'homme, parce que l'homme sera leur dieu. C'est un inverse qui va se passer.
Alors, au lieu de prier, ben, on va se faire prier. Alors donc, le gouvernement mondial sera-t-il modifié ou changé par la venue du Christ? Le gouvernement mondial va apparaître seulement et exclusivement lorsqu'il y aura suffisamment d'hommes intelligents sur la planète. Et lorsque je parle d'hommes intelligents, je parle d'hommes conséquentiels. Je parle donc d'hommes écologiques. Qui dit écologique dit connaissant d'un plan présent et échelonné dans l'avenir. C'est ça d'écologique. C'est de savoir que si je fais quelque chose, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça, et c'est bon. Donc, l'homme intelligent est un homme qui va être en relation avec le plan écologique que nous appelons spirituellement le plan divin. Et lorsque l'homme est en relation avec le plan divin, lorsque l'homme est intelligent, lorsque l'homme est conséquentiel, ben, l'homme est investi de l'énergie christique, du savoir instantané. Alors donc, le gouvernement mondial ne changera rien, la venue du Christ ne changera rien, les deux sont la même chose. Je parle évidemment de l'énergie christique. Si certains veulent et attendent la venue d'un Messie, mais il va avoir un problème parce qu'il va y avoir plusieurs Messies, puis qui vont se contredire, spécialement pour plaire aux prophéties. Pendant que tu es dans ce sujet-là, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de répondre à ça, mais c'est quel lien qu'on pourra faire avec le gouvernement mondial puis le Québec? Puis les personnes qui ont cette parole, comme disait Nostradamus, qui est tranchante, qui tranche le vrai puis le faux, puis tout ça, tu sais. Si tu s'embarquer dans du délicat, c'est que l'homme est tellement habitué, l'homme a tellement été instruit à être médiocre qu'on ne peut pas dire à une race, à une partie de race, on ne peut pas dire à une petite collectivité que c'est entre ses mains que repose telle chose. Si on peut dire à une race, parce que la race, il y a suffisamment d'individus dans une race pour dynamiser un égrégore qui va faire que la race, elle devient une race élue. C'est un peuple élu. C'est un peuple de Dieu. Et si on parle à une parcelle de cette race et qu'on dit qu'elle était un peuple de Dieu, elle ne pourra pas le croire parce qu'elle a trop été entraînée à ne pas croire à ça. Alors, il faut que tout le monde y croit pour qu'elle l'accepte. C'est l'intelligence collective, l'intelligence collective. Alors, de dire qu'au Québec va naître le monarque, de dire qu'au Québec va naître la race qui va instruire le monde, de dire qu'au Québec, c'est une terre pas sainte, mais c'est une terre privilégiée, c'est compris, c'est accepté par certains qui ont un orgueil national, une fierté québécoise. C'est refusé par d'autres qui ont un orgueil placé ailleurs, mais c'est rarement compris par un être québécois intelligent qui comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Alors, si on parle de gouvernement mondial en relation avec le Québec, bien évidemment, on pourrait s'avancer dans des mécanismes qui pourraient dynamiser l'orgueil de certains. Et c'est dangereux parce qu'au nom du Québec saint, on peut faire une guerre sainte. Comme l'Allemagne sainte. Puis bloquer le germe qui est en train de naître aussi. Oui, alors exactement. Parce que l'Allemagne est entrée dans une guerre sainte, mais l'Allemagne, à l'origine, avait un contexte presque intelligent. Il y avait des connaissances. Les autres avaient compris l'intelligence de la science. Pourquoi avoir une science? Comment améliorer l'intelligence de l'expérimentation? Hein, ils ont fait des expériences. À un moment donné, à cause de la guerre sainte, ils l'ont fait sur les hommes. Mais à l'origine, ils avaient compris les mécanismes de l'amélioration d'une race. Ils l'avaient compris. Et l'Allemagne a failli être un berceau. Mais c'était pas le temps, l'humanité n'était pas prête, elle a servi à d'autres choses. Ceux qui ont servi l'Allemagne ont servi en réalité le peuple planétaire. Mais à leur insu. Mais le Québec ne doit pas, on doit faire attention avec ce genre de choses parce que que ce soit vrai ou que ce soit faux, si on dit que le Québec va être l'un des États souverains, donc relié au gouvernement mondial, on peut dynamiser suffisamment d'individus pour lancer un djihad, donc une guerre religieuse, une guerre sainte, au nom, encore une fois, de l'intelligence, au nom de la sainteté, au nom de tout ce que tu voudras, parce que ça, les noms, on en trouve tout plein, pour donner des raisons d'être, et on risque de créer des conflits qui vont éliminer ce noyau. Ce n'est pas une race fière qui doit diriger le plan planétaire, c'est une race intelligente qui comprend ce qui se passe. C'est pas une race orgueilleuse, c'est pas une race guerrière, c'est pas une race humaine dans le sens moral, humaine dans le sens d'une race qui souffre pour les autres.
C'est pas une race de débiles qui va diriger le plan planétaire. C'est une race intelligente qui comprend l'intelligence de la souffrance puis l'intelligence de ne plus souffrir. Et lorsqu'un être apprend dans la souffrance, tu le laisses souffrir, tu lui tends des petites pièces pour qu'il puisse s'en sortir, mais c'est tout. Tu l'investis pas avec tes armées ou avec tes prêtres ou avec tes propagandistes pour lui dire qu'il est complètement con. Le peuple qui présentement a besoin de souffrance pour purifier ce qu'il fait souffrir, tu le laisses souffrir, c'est normal. L'homme qui souffre, qui vient me voir et qui me dit « Solutionne-moi mon problème », ben moi je lui dis que présentement, ce que tu fais, c'est bien bon. Continue, tu vas t'en sortir, puis c'est vrai. C'est vrai qu'il va s'en sortir. Puis quand l'homme va arriver avec une solution, on va me dire « Ça me tente de faire telle chose, qu'est-ce que t'en penses? » J'en pense que ça a bien de l'allure. J'ai pas, moi, à décider pour l'autre ce que l'autre va faire. Tant que lui n'a pas l'intelligence de le décider, c'est qu'il est sur le chemin pour développer cette intelligence-là. Alors, je peux pas arriver puis lui dire, ben, ce que tu devrais faire, c'est telle chose. Il n'a pas l'intelligence pour le faire. Ou il le fera pas, ou il va le faire parce qu'il me voue un culte. Parce qu'il me fait confiance, si vous préférez, mais c'est la même affaire. OK? Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque tu entends quelque chose qui te semble intelligent, mais c'est peut-être parce que tu es investi de ton énergie et tu as suffisamment d'énergie, de ton intelligence à toi pour voir la clarté ou l'intelligence de ce que l'autre dit. Mais c'est simple, l'intelligence, c'est simple. De tout connaître, c'est pas parce que là, à un moment donné, réfléchit qu'il va être capable de réparer son char. Il va être capable au moins de voir bien des choses, puis il va être capable à la longue d'apprendre à faire la mécanique. Mais s'il n'y en a pas besoin, c'est pas grave. La société qui fait que tu as un mécanicien pour aller faire réparer ton auto, c'est quand même intelligent. Mais à la condition que tu sois au moins capable de vérifier tes voyants lumineux quand tu allumes ton char, de pas pomper 20 coups, tu sais, il y a des choses que l'homme fait qui sont en panne, le batterie total, ils ont laissé les lumières éteintes. C'est pas la faute du mécanicien, ça. Je sais bien que la science pourrait inventer une batterie qui marche sans vent. Pour éviter que quand tu laisses tes lumières allumées dessus, ben, que tu aies une panne de moteur. Mais à la place, on devrait avoir des hommes intelligents qui sont conséquentiels, qui sont capables de gérer leurs affaires en fonction de l'écosystème. Ton auto, elle fait partie de ton écosystème. T'as pas d'essence, elle tombe en panne. T'as beau chialer, elle tombe en panne. Il y a plusieurs choses. Continuellement, tu dois travailler en fonction des autres. Pas en fonction d'aider l'autre. En fonction, mais ça, on va voir ça la semaine prochaine, surtout au niveau des échanges d'énergie, en fonction qu'un équilibre s'installe entre toi et l'extérieur. Pas entre toi et l'autre. Entre toi et l'autre. L'autre fait partie de l'extérieur. Mais entre toi et l'extérieur. Dernièrement, on faisait de l'équitation, on arrête quelque part, on descend, et là, je monte une espèce de plante qui se mange. C'est un concombre sauvage. Médéole de Virginie. Et c'est le rhizome qui se mange. Mais il se trouve que c'est extrêmement bon. Et puis en plus, disons de temps en temps, certaines personnes veulent avoir des preuves que je connais les plantes qui se mangent. Hein? Bon. Alors, moi, je débarque, je regarde et il y en a juste un. Alors, je leur dis que ça se mange et puis on n'en mange pas parce qu'il y en a un, j'en vois pas d'autres. C'est d'être écologique. C'est d'être capable d'être en relation avec l'extérieur. Mais j'aurais pu dire, ouais, mais l'écologie psychologique, bon, ben, arrache-le, fais-le goûter, ils vont se faire ma boîte. Ouais. Mais c'est pas écologique, parce que je n'ai 45 autres, ils ne croient pas, puis je n'ai plus de plantes. Et puis, si un jour, on en a besoin, on n'en a plus. Et puis, même si on n'en a pas besoin, il y a des espèces qui en mangent, on n'en a plus. C'est comme l'ail des bois, par exemple, qui prend 7 ans avant d'être fécond. Ben, on en a des si, mais c'est comme plein de choses comme ça. Alors, l'homme doit vivre en fonction de l'écosystème qui l'entoure. De l'extérieur. Alors, l'extérieur, ça comprend tout ce qui se passe dans ta vie, ça comprend ce qui se passe dans ton corps, ça comprend ce qui est à l'extérieur de ta conscience, ça comprend tout. Et la relation qui se passe entre l'homme et l'extérieur est un critère d'intelligence. On demande ici, si je ne vote plus, qu'est-ce que ça fait en tant qu'individu? Il faut faire attention. Si l'homme ne vote pas et qu'il ne se présente pas au vote, il vote pour le parti en place. Donc, si l'homme ne veut plus voter, il doit aller annuler son vote. Et que la personne étudie simplement qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vote, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on annule un vote à l'échelle sociale, à l'échelle politique, ça devrait être bon pour savoir ce qu'il y aura à faire. Est-ce que l'ONU ne serait pas un exemple de la monarchie? Bon, l'Organisation des Nations Unies
est une extraordinaire, c'est une belle tentative planétaire d'allier l'homme. Maintenant, elle est venue au monde après un holocauste, après une apocalypse limitée. Parce que le terrain était fécond à la naissance d'une tentative de gouvernement mondial. Est-ce que cela veut dire que l'apocalypse est nécessaire pour qu'un vrai gouvernement mondial s'instaure? Absolument pas. On a un qu'à l'instaurer. Pas besoin de nous le faire pousser dans le derrière. Par contre, si on ne l'instaure pas, ben là, il va se passer des choses parce que les gouvernements, entre eux, n'arrivent pas à s'entendre. L'Organisation des Nations Unies a comme problème que toutes les nations n'y sont pas unies. Donc, elle parle au nom d'une grosse quantité de nations, mais pas au nom de tout le monde. Ce qui fait qu'elle a besoin de forces militaires pour investir la paix dans des pays en guerre. Elle a besoin d'un quorum électoral. Et tout à l'heure, on parle encore de ce que c'était que l'électorat. Alors, lorsqu'on a une solution intelligente pour régler un conflit quelque part et qu'on n'a pas un quorum, ben évidemment, la solution intelligente, on la relègue ses tablettes. Puis le conflit continue. Et donc, c'est une chose qui est bonne. Ce n'est pas un gouvernement mondial. Certaines tendances ésotérico-morales tendent à faire en sorte que l'homme pousse l'ONU. On a, par exemple, ici au Québec, une organisation reliée, par exemple, au livre d'Alice Bailey, qui tend à essayer de soutenir l'ONU. Je ne dis pas qu'Alice Bailey et ses livres le soutiennent, mais on a une organisation ici qui tente, disons, le faire. Et ce n'est pas mauvais de soutenir l'ONU. La seule chose, c'est que l'homme ne doit pas s'intéresser à l'ONU. L'homme doit s'intéresser surtout à être intelligent lui-même. Seul, individuel, tout seul, chez lui. Et travailler en collaboration. Maintenant, le gouvernement mondial ne sera pas similaire à l'Organisation des Nations Unies. C'est une chose qui est bonne, qui a permis, et ça c'est cosmiquement, donc c'est ésotérique, ce n'est pas reçu, évidemment. L'ONU, elle a eu comme fonction, surtout, de préparer ce qui s'en vient. C'est-à-dire qu'elle a empêché les tensions militaires, les tensions guerrières, de s'exprimer. Et empêchant ces tensions guerrières de s'exprimer, l'ONU a quand même condensé. C'est-à-dire qu'elle a permis l'accumulation de tensions énergétiques militaires extrêmement puissantes. Ce qui un jour peut dégénérer en conflit militaire armé planétaire. Maintenant, l'ONU est là. C'est l'ombre d'un gouvernement mondial. Maintenant, elle a des fonctions ésotériques qui sont beaucoup plus... qui ne plairaient pas si on les connaîtrait. D'ailleurs, les dirigeants de l'ONU ne le connaissent pas non plus, mais cette organisation existe pour certaines choses. Alors, ce qui fait que ce n'est pas une monarchie. L'ONU, c'est quelque chose de diplomatique qui demande l'appui de tous les pays, et le gouvernement mondial n'aura pas besoin de l'appui des pays parce que le gouvernement mondial qui sera instauré lorsqu'il n'y aura presque plus de pays. Soit parce que les nations vont se fusionner, soit parce que les nations vont se détruire. Mais un gouvernement mondial ne peut pas être le représentant de tous les pays. Il doit être le dirigeant, le gouvernail de différents êtres intelligents, de différentes nations intelligentes. Et quand je dis nations, encore là, il n'y aura plus de nations, il y aura des contextes biologiques, il y aura des contextes géologiques, il y aura des contextes géographiques, il n'y aura plus de nations supportées par un drapeau. C'est-à-dire que quand je parle de contexte, l'ONU présentement tente de faire en sorte qu'un partage, disons que l'ONU c'est un gouvernement, une tentative de gouvernement mondial régi par le plan astral de la planète, par le plan spirituel de la planète. De ce fait, il ne peut pas être efficace à 100% et ça ne peut pas marcher. Le gouvernement mondial, la monarchie qui s'en vient, sera régie par le plan mental de la planète et non plus par le plan astral de la planète. Ce qui fait qu'il va fonctionner. Alors, au lieu de vouloir, par exemple, faire en sorte d'aider tel genre de pays, d'aider un pays qui souffre de famine, comme on le fait présentement, où on instruit les gouvernements à ne pas s'occuper de leur peuple parce que les gouvernements des autres viennent s'en occuper pour eux. Donc, où on ne règle pas une famine, mais où on entretient l'état de famine, presque
de façon à pouvoir continuellement leur donner un peu d'argent. Et c'est ce qui se passe présentement. On n'a jamais solutionné aucun problème de famine. On ne fait qu'entretenir ces problèmes. Et l'ONU est une force qui permet à l'homme de croire en quelque chose, mais qui ne règle pas aucun problème. L'ONU n'a pas réglé grand-chose.